Et justement, mon livre, il commence par ça. C'est une phrase de Gloria Steinem qui dit notre premier objectif dans la vie pour les hommes et pour les femmes, n'est pas d'apprendre, mais de désapprendre. Ah oui, c'est clair, ouais. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss et je suis passionné par la créativité que je considère comme une quête initiatique remplie de découvertes favorisant une meilleure connexion à soi et aux autres. Qu'il s'agisse d'illustration ou de podcast, mon but est d'élargir le champ des possibles en créant des ponts et en favorisant des rencontres. Pour en savoir plus, vous pouvez me suivre sur Instagram @Jérémy Kleiss ainsi que sur Sens Créatif podcast. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter ce nouvel épisode du podcast enregistré en live et en public. Décidément, ça commence à devenir une habitude. Mais que voulez-vous? Rassembler du monde, j'adore ça. Des enregistrements live, il y en aura d'autres. Et pour l'occasion, je vous avais donné rendez-vous le 10 septembre à la prestigieuse galerie Art Factory à Paris afin de discuter de la thématique « Quelle parité dans les métiers d'illustration ?» en compagnie des autrices illustratrices Tiffany Cooper et Aurélie Kropp, ainsi qu'Anaïs Lavoine, la fondatrice de l'agence Monica Velour, une agence d'illustration 100% féminine. Et pour la petite histoire, Tiffany Cooper s'apprête à sortir une BD intitulée « Homme suite Homme » aux éditions Erol, un livre qui traite du manque de parité dans l'espace domestique et qui n'a pas manqué de me retourner le cerveau. Aurélie, quant à elle, s'apprête aussi à sortir une BD, celle-ci intitulée Comme une comète, aux éditions La Boîte à Bulles, un livre sur la maternité destiné à informer les femmes sur le postpartum. Bref, vous l'aurez compris, si l'angle de cet épisode est résolument professionnel, impossible de faire l'impasse sur la vie domestique. Ben oui, c'est comme ça, l'une partie influence toujours l'autre, et c'est ce qui rend les choses intéressantes ou compliquées. C'est selon. En tout cas, la parité dans les métiers d'illustration est un sujet qu'il m'importait d'aborder sur ce podcast et je suis ravi d'avoir pu en discuter avec mes 3 invités ainsi qu'avec vous si vous êtes venus le jour J. Merci pour votre présence et votre bonne humeur lors de cet événement. Grâce à vous, je garde un souvenir mémorable de cet enregistrement. Dans cet épisode, Tiffany et Aurélie nous partagent leur parcours en tant que femmes, maman, illustratrice et autrice de BD. Anaïs nous partage son histoire et les raisons qui l'ont poussée à créer une agence d'illustration 100% féminine. On discute de plein de sujets différents comme le snobisme masculin dans le milieu de la BD, mais aussi de la confiance en soi, du style girly, de la discrimination positive, du male gaze dans la BD, des quotas, de la charge mentale familiale, de l'autopromotion sur les réseaux sociaux, de la mixité et du besoin de diversité et de représentation et d'un tas d'autres sujets tous plus intéressants les uns que les autres, sans oublier le petit temps de questions-réponses à la fin qui a contribué à alimenter nos conversations. Alors sans plus tarder, je vous laisse découvrir ma discussion avec Tiffany Cooper, Aurélie Kropp et Anaïs Lavoine, enregistrée en public à la galerie Art Factory à Paris. Bonne écoute. On s'entend pas parler en fort, nous? Attends. Wow. Voilà, là on est bien là. Là tu connais? Je t'entends pas parler. Tu m'entends pas parler? Voilà. Non mais là c'est le générique là. Mais... Voilà, tu mets ton micro là. Voilà, vous mettez là. Salut tout le monde, ça va bien? Voilà, faites du bruit Paris. Là je suis en train de tout péter dans le micro etc. Mais bon, soit c'est pas grave. Mais en fait ça enregistre, ouais, même ça si enregistre. on parle pas fort. Ah ok d'accord. Ouais c'est bon là comme ça tu vois. 1, 2. Tu vois, et là je baisse et je dis merci à tous d'être venus aussi nombreux et nombreuses, très nombreuses d'ailleurs, ça fait hyper plaisir. Merci à Laurent pour l'accueil, merci à Anaïs, Aurélie et Tiffany d'être avec moi ce soir pour discuter de ce grand sujet de la parité entre les hommes et les femmes dans les milieux de l'illustration et au-delà. Et on va tout de suite se lancer, voilà le petit générique descend. Mesdames, je vais vous demander à chacune d'entre vous de brièvement vous présenter et de répondre à cette fâcheuse question qui fâche. Ça fait quoi d'être une femme dans l'illustration? Oh merde. Eh oui, c'est parti. Vous avez 1 heure. Voilà. Ah c'est pas toi tu commences. Ah non. Aurélie. Pas tout en même temps. Je sais pas, rien de spécial. Mais tu peux te présenter aussi, tu es quand même quelqu'un de spécial. Oui. Oui, faire de l'illustration et de la bande dessinée, j'ai pas l'impression d'être super différente d'un mec. Après bon, peut-être que je me rends pas compte, mais voilà, en tout cas, j'ai pas l'impression que ce soit différent d'un mec. Ouais. Et donc Aurélie, tu es directrice artistique, illustratrice et autrice de BD. Voilà. Super. Bon. Alors moi, je suis autrice et illustratrice de bande dessinée. Je m'appelle Tiffany Cooper et je fais du dessin d'humour. Je fais du dessin de presse, mais des romans graphiques aussi et du dessin de commande. Donc je crois que c'est ça qu'on appelle l'illustration aujourd'hui un peu. C'est pas juste la bande dessinée, c'est l'illustration. Ouais. Et tu peux reposer la question du coup sur et ça fait quoi d'être une femme dans le milieu de l'illustration? Ouais, c'est ça, c'est la question qui fâche tout le monde dans la BD. Donc je me dis si on l'applique dans l'illustration, ça fait quoi d'être une femme dans la BD? Dans l'illustration, pardon. Alors je me sens pas faire partie de la BD par exemple, ouais. Malgré que je fasse des BD, je me sens plutôt 5.
T'en as fait 5 des BD. Là, c'est mon 6e qui sort. Ouais, t'as vu. Et pourtant, je me sens pas légitime dans le milieu de la BD pour autant. On va en parler. On en reparlera après. Mais non, je me sens bien. En fait, je me sens à ma place, en tout cas. Et j'ai pas l'impression d'être en sous-effectif ou en sureffectif. En tout cas, après, je travaille chez moi devant mon ordi, donc je vois pas beaucoup de gens autour de moi. Ouais. Mais de ce que j'en perçois, je suis contente d'être à cette place-là, quel que soit mon genre, quoi. Trop bien. Anaïs. Alors moi, je m'appelle Anaïs, je suis la fondatrice de l'agence Monica Velour, agence d'illustration 100% féminine, qui a donc 2 ans à peu près d'existence, qui regroupe une dizaine d'illustratrices avec des univers très complets et divers. Et qu'est-ce que ça fait d'être une femme dans l'illustration? Étant agent, la réponse du coup sera en tant qu'agent. Ouais. Je trouve ça chouette parce que ça m'a permis de créer une communauté où je rassemblais des talents féminins autour de moi et créer une sorte de sororité, une communauté créative. Donc je trouve ça super. Ok. Bon bah donc du coup cette question vous ennuie pas du tout. Finalement, ça colle. Parce que quand j'ai fait mes petits devoirs, je me suis rendu compte que c'était vraiment la question qui tendait du slip quoi. Mais non, en fait ça va. Ça va. Cool. Bon, très bien. Bon alors pour tout vous dire, quand j'ai préparé ce live, donc ce live est né sur le fameux Discord de Sens Créatif. Donc on a un Discord qui est ouvert à tous et que je vous invite à venir à visiter. Et en fait, on a quelqu'un qui est donc je vais vous faire écouter, qui a posé une question et qui va un petit peu lancer le débat ce soir. Elle vous a préparé un petit message. On l'écoute tout de suite. Bonjour tout le monde, je m'appelle Charlotte Molla et je suis illustratrice. Il y a peu, une étudiante m'a demandé si je pensais que les hommes et les femmes ont les mêmes opportunités dans notre métier. Eh bien, je vous avoue que je n'ai pas su quoi répondre. Je travaille seule, j'ai des contacts avec les clients par mon agent et exclusivement par mail. Je considère que je suis dans une bulle et j'ai tendance à penser que l'on fait appel à moi pour mon vocabulaire graphique et que mon genre n'intervient pas. Mais je m'interroge, je ne suis pas naïve, nous évoluons dans une société marquée par le patriarcat et j'imagine bien que notre corps de métier n'échappe pas à cette construction sociale. Je vous remercie pour votre éclairage. Voilà, à vous le micro, mesdames. Boum. Oui, j'avoue, moi, j'ai envie de répondre un peu comme elle que je me sens un peu dans ma bulle parce que comme pas mal d'illustrateurs et illustratrices, je suis chez moi devant mon ordi, dans ma bulle, souvent en pyjama, dans mon univers, avec mon agent au téléphone qui est une femme. Je suis beaucoup de gens sur Instagram parce que je suis une femme. Peut-être je suis un peu plus d'illustratrice femme. Ça, je peux pas savoir exactement. Faudrait peut-être comparer avec un illustrateur homme. Et effectivement, elle soulève un point que je trouve intéressant. C'est attends, je suis perdue du coup. J'ai eu un vague moment de stress. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je suis là. Elle a dit quoi? Elle a dit, est-ce que mon genre, mon style... Oui, bah, elle se dit, que, en fait, Est-ce que mon genre se révèle dans mon style, est-ce qu'on me choisit pour mon genre? Oui, c'est plutôt ça. Enfin, c'est plutôt genre, je sais que dans la discussion qu'on a eue, notamment sur le Discord, etc., c'est que, on a l'impression que dans le milieu de l'illustration, tout se base sur le portfolio, a priori, sur le talent, sur le dessin, le trait, la personnalité, etc. Mais, est-ce que le genre n'est pas un peu pour quelque chose? Est-ce que parce que voilà, les hommes, les femmes, est-ce que ça joue quand même Moi, je sais que vu que j'ai fait au départ des dessins d'illustration de mode, je pense qu'on est venu spécifiquement me voir parce que j'avais un point de vue féminin et humoristique sur le milieu de la mode. Après, là, vu que je traite de sujets type maternité, couple, parité, féminisme, peut-être effectivement qu'on vient me chercher pour mon genre sans que je m'en rende compte. Effectivement, c'est possible. Je pense qu'il y a aussi des styles plus ou moins féminins qui sont identifiés. Bon, moi aussi, je suis pas mal d'illustratrices sur Instagram et clairement, il y a certains comptes, on capte tout de suite que c'est des femmes derrière. Pourquoi? En quoi? En quoi? Je pense pour les surtout comme mon compte il y a beaucoup de roses. Toi c'est du bleu ciel et du rose. Moi pas mal, toi, les couleurs de meuf et de bébé, c'est rose clair, bleu clair, jaune clair. Il y a sa BD derrière moi, vous pourrez la feuilleter après. Et du coup c'est un peu dans ce qui est illustré, beaucoup de femmes représentées, de femmes peut-être plus diverses même niveau physique et tout. Que peut-être sur des comptes masculins où finalement c'est toujours un peu le même type de meuf qui est dessiné, voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Quel type de meuf? Mais suivez-vous Bastien Vives, le fantasme masculin, voilà, bref. Après peut-être qu'il y a la question au-delà du style, est-ce qu'on a un style un peu fifi ou un style neutre? C'est peut-être ce qui est aussi rémunération derrière. Ou peut-être même si parfois le style est pas forcément identifié mais féminin, est-ce que on est considéré de la même façon
au niveau sous-sous quand faut facturer et se vendre. Ça pour le coup, j'en sais rien, j'ai pas accès. C'est par là, c'est par là. Est-ce que en tant qu'agent d'illustratrice, mais elle a que des filles. oui, bah oui. Mais pourquoi Parce qu'ils sont mieux payés que nous. Dis-nous tout. Moi, j'ai créé l'agence avec une certaine naïveté quand j'avais 25 ans, en me disant, je me suis retrouvée face à moi-même en tant que femme pour lancer un projet qui me tenait à cœur. De base, je voulais lancer une agence d'illustration sans me poser trop de questions sur le côté je représente des femmes ou je mets un peu de mixité. Et quand je me suis retrouvée seule à lancer mon projet, c'est vrai qu'en tant que femme, on a un peu plus de mal à se sentir légitime, à pas croire en nous, mais à vendre. Pourquoi? Parce que c'est comme ça dans beaucoup de domaines. Je pense que c'est beaucoup plus complexe pour une femme. Le milieu de l'illustration, c'est un milieu humain. T'es pas d'accord? Je te laisse terminer. C'est un milieu humain qui ressemble à plein d'autres domaines et milieux aussi. Donc, je me suis dit, quitte à lancer une agence d'illustration, je consacrerai tout mon temps et toute mon énergie à des femmes qui font face aux mêmes problématiques que moi, pour les aider à se développer et croire en leur univers, et puis vraiment participer à une petite impulsion dans un petit changement positif. Ouais. Mais du coup, t'as l'impression que t'arrives à récupérer autant d'argent. Faudrait que je monte une agence 100% masculine pour te répondre vraiment, mais dans le fait, est-ce qu'on est considéré de la même façon ou pris au sérieux de la même façon? J'ai une petite anecdote. En fait, il y a quelques années, j'avais monté une petite maison d'édition jeunesse, et j'étais allée chez un imprimeur. D'abord moi, donc j'avais un associé pour la partie tech du site et tout parce que c'était des livres personnalisés. Donc j'étais allée chez l'imprimeur à Lille. Et je lui avais dit, faudrait qu'on puisse faire de l'impression à la demande au Canada, parce qu'il avait une filiale là-bas, pour éviter les frais de port, machin. Enfin, j'avais bétonné mon truc. Ouais. Et il m'avait un peu pris de haut en disant, oui, on en reparlera, puis je vous emmènerai au Canada, ma petite dame. Je t'emmène avec moi, quoi. Et un mois après, je reviens avec mon dev. Et là, tout autre discours. Il avait pas du tout le même ton avec lui. En parlant du truc du Canada, c'était oui, pas de souci, on va installer un truc technique, on va gérer ça et tout. Et c'était pas du tout le même discours et pas du tout le même ton, quoi. Et là, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Juste parce que je reviens avec un gars à côté, il nous prend au sérieux, alors qu'un mois avant, c'était oui, ton petit projet, dame, là, voilà. Parce que c'est un peu ce que j'ai ressenti aussi quand j'ai bossé pendant un moment pour Colette ou pour Lagerfeld ou quand je faisais mon blog sur la mode. En fait, j'ai contacté assez vite. Moi, j'ai fait un premier livre et après pour mon deuxième livre, j'ai contacté Lewis Trondheim et j'avais un blog. Je suis allée tout de suite. Moi, je suis allée tout de suite là. J'ai pas attendu 2 ans. Je dessinais avec mes pieds et j'étais là. Je vais aller voir les players. Et j'ai eu de la chance parce qu'ils ont bien voulu bosser avec moi. Donc ça m'a donné une confiance extraordinaire. Et je me souviens que quand j'ai contacté Lewis, je lui ai envoyé mon blog. En fait, c'était un mail sur Delcourt parce qu'il gère la collection Shampoing. Oui. Et je lui avais dit, j'adorerais faire un livre avec vous. J'adore ce que vous faites et tout. Et il avait vu mon blog. Je pense qu'il a dû se dire what. Et il a dit, pour l'instant, je vois pas de projet, mais si vous avez un projet à me proposer. Donc, du coup, j'avais son mail direct et j'étais là. Donc, j'ai pris 2 semaines pour. Ah oui, la classe. Pour préparer, j'avais voulu faire un livre qui était assez sombre, qui était mon livre le plus sombre, qui s'appelle Tout va pour le mieux, qui sont des témoignages que les gens m'ont racontés, qui étaient complètement pas du tout dans le thème de la mode et du fun, etc. Et en fait, Lewis a adoré et il m'a répondu génial, ok, voilà un contrat, dans 4 mois tu me rends un livre, quoi. Et moi, j'étais là, j'étais trop contente et tout. Et je me souviens quand même de la réaction de mes potes mecs qui avaient fait la section illustration aux Arts Déco Strasbourg. Et je peux te dire qu'ils parlaient pas trop de ça. On avait fait un déjeuner, ils étaient tous au courant. Aucun d'eux m'a demandé. Alors, j'ai senti de la jalousie et je pense que c'était vraiment plus d'un truc de pas tant. Je pense que peut-être que ça aurait été le cas si j'avais été un mec, mais c'est le truc de d'où elle qui dessine avec ses yep, qui a 25 ans, l'espèce de blonde de service qui est là. Tout, tu vois, d'où elle fait un livre avec Lewis qui est connu pour être quand même hyper pointu, Lewis, très pointu, tout ça, voilà. Et très exigeant et pas le mec tu vois, le mec il choisit les artistes avec qui il bosse et il a un regard très pointu et tout. Et du coup, j'ai senti dans leurs yeux, alors peut-être que c'est de la projection, mais bon, j'ai senti que j'étais pas spécialement légitime à cette place-là, quoi. Et même quand je suis allée à Angoulême pour le rencontrer, il y avait que des mecs partout, des mecs, et j'étais la seule qui était là. Ça va, voilà. Et en fait, j'ai senti qu'il y avait un décalage, quoi. J'ai senti qu'il y avait un vrai décalage de la meuf versus les mecs, quoi. Un peu. Ça, c'est un des rares moments dans ma carrière, je peux dire carrière maintenant, ça fait 10 ans, où j'ai ressenti ça, quoi. Qu'effectivement, j'étais une fille au milieu d'un univers assez masculin, quoi. T'as des anecdotes comme ça, Anaïs, avec les illustratrices que tu représentes? J'en ai une là qui m'est popée en tête. C'est une fois on a envoyé un portfolio d'une illustratrice pour de la presse et on a eu un retour d'un homme qui nous a dit sympa ces petits dessins.
Donc autant dire que nous on a fait barrière entre l'illustratrice et le vrai commentaire, mais c'est des petites phrases qu'on a comme ça. Moi là je trouve que ça va de mieux en mieux parce que l'agence aussi a grandi, a évolué, il y a un certain parcours derrière. Ça fait combien d'années? 2 ans. 2 ans. Ouais. Et du coup c'est pas des choses auxquelles je me confronte régulièrement maintenant, mais c'est vrai qu'au début on a eu ça aussi où du coup avec Pauline on a dû faire un peu barrière quoi face à ces commentaires qui en soi sont pas. Enfin, je trouve que c'est un peu. Je me mets à la place de l'illustratrice. Je me dis, j'ai le courage d'envoyer mon portfolio à un client avec qui j'ai envie de travailler. Je reçois ce retour-là, je perds un peu confiance en moi, quoi, normal. C'est choupinou. C'est surtout qu'à style équivalent, je pense qu'il aurait pas du tout dit la même chose à un homme. Voilà. Donc il y a des hommes qui ont des styles aussi très naïfs et un peu délicats et tout, et eux ils construisent leur œuvre pendant que les femmes elles font leur petits trucs mignons sur le coin de la table. Voilà. Oui. Bon, on en parlait comme si l'illustration faite par des femmes ou le style féminin entre guillemets, c'est une sorte de sous-genre quoi. Et on en parlait avec toi hier, notamment quand Pénélope Bagieux, Margot Motin, elles ont toutes fait leur trou. Évidemment, maintenant, elles sont reconnues dans toute la profession, respectées, etc. Mais au début, il y avait ce côté peut-être un peu. C'est même Pénélope Bagieux qui disait ça. Je me souviens, qui disait, on dit que je fais de la BD de filles, mais en fait, je fais de la BD. Enfin. Oui. Moi, je sais que quand j'ai lancé mon blog, justement, je pense que là, j'avais un style un peu nouveau, c'est que je parlais de la mode en étant une femme, mais j'ai fait un personnage qui avait pas de seins, pas de hanches, toujours une marinière et un jean, genre le zéro. Alors qu'effectivement, à cette époque-là, la BD de filles, c'était genre, elles avaient toujours des talons vertigineux, des fringues pas possibles et tout. Et moi, justement, je voulais parler de la mode d'un autre point de vue. Alors, j'y suis allée un peu fort, c'est-à-dire que mon personnage, c'était vraiment un personnage standard, genre Snoopy, quoi. Mais je voulais parler de la mode sans être sans devoir me mettre dans des tenues ridicules. Je voulais parler de la mode d'un point de vue neutre et pas point de vue de fille. Oui, bien sûr. Ouais. Moi, j'ai une dernière anecdote sur justement des réponses à des mails. Quand j'avais envoyé mon dossier de BD à des éditeurs, donc du coup, j'avais une réponse assez gentille de Lewis Trondheim qui avait la réputation d'être super méchant. Donc voilà. Ah ouais. Du coup, apparemment, je suis sûr qu'il est il faut gentil, pas dire non ça. En fait, non. finalement, il était gentil. Il était Mais oui, contact en vrai, il est très gentil. Et par contre, chez un gros éditeur, j'avais eu la réponse, donc j'étais passée en comité de lecture quand même. Et la réponse c'était en fait l'an dernier on a déjà sorti un livre sur les mamans, et puis là on va en traduire un deuxième, donc on a fait notre part sur le sujet. Sympa. On a fait notre part. Et c'est un éditeur qui a. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On a rempli nos quotas. On a rempli nos quotas. C'est ça. Ah voilà. oui. On s'est donné bonne conscience de maintenant. BD, de héros mecs, de trucs de bagarre, de flingues et tout. Mais voilà, un livre sur la maternité, le job est fait, ok. Donc, bon. Oui. Moi, cela dit, pour un magazine avec qui j'ai bossé, je ne citerai pas lequel, à un moment, je me mettais souvent comme maman, et à un moment, ils m'ont fait comprendre qu'il fallait parler d'autre chose, quoi. C'était les sujets, féminins comme ça. Il fallait parler de plus de sujets d'actu. Après, bon, ça c'est aussi recadré sur un thème, tu vois. Mais oui, je crois que parfois, on peut se faire attaquer sur certains trucs comme ça. Et toi, justement, pour rebondir, tu vas sortir le mois prochain une bande dessinée intitulée Comme une comète. Je t'en prie, est-ce que tu peux présenter le projet et aussi rebondir sur ce dont on était en train de parler? Est-ce que c'est une BD féminine, tu vois? Question conne, hein, on connaît la réponse, mais c'est juste genre pour te permettre de rebondir. Il y a beaucoup de roses quand même, hein. Oui, qu'il y a des pages pas finies. En plus, la mise en couleur n'est pas finie sur cet exemplaire. En fait, oui, c'est une BD féminine sur la maternité en plus, donc là les trucs de maman 100%, et féministe aussi, parce que justement, je me suis dit moi je vais tout dire quoi. C'est tous les trucs que personne dit, que je me suis pris en pleine tête, et même les trucs crades où normalement les femmes on veut pas savoir, machin. Tant pis, de toute façon voilà, les femmes elles ont besoin de lire ça, donc je l'ai mis dedans. Et effectivement en plus j'ai une palette de couleurs qui est très fifi. Pastel. Voilà, pastel. Je veux dire fifi déjà pour du pastel, tu vois. Et que oui, c'est vrai, putain, t'as trop raison, quoi. Mais oui. C'est un registre. Mais même nous, on a intégré ça, en fait. Enfin, je dis pastel parce que je connaissais la t'as raison de dire pastel. Mais oui, mais. Pastel. Pas fifi. Pardon. Réapprends le langage. Voilà. Ça fera plus pro, ça fera moins fifi. Et donc, tu libères la parole dans ton bouquin? En tout cas, c'est l'objectif. Et effectivement, les gros éditeurs, donc, je pense que c'est un sujet dont ils mesurent pas encore l'importance, ni l'attente et le besoin qu'il y a derrière, alors que les petits éditeurs étaient plus,
Il y a La Ville Brûle qui m'avait répondu. Bon, j'avais déjà dit oui chez mon éditeur La Boîte à Bulles, mais La Ville Brûle était intéressée. Eux, ils travaillent beaucoup justement ces sujets. Et ils sont identifiés sur tous ces trucs féministes. Mais du coup, je suis assez contente parce que La Boîte à Bulles, c'est un éditeur qui est un homme qui a lu le truc d'un point de vue homme en disant bon, j'ai une fille qui est en âge d'avoir des enfants et tout, donc je prends du recul, je me pose des questions. Et même si dans le livre il y a des trucs où en tant qu'homme, je me suis sentie pas agressée, je sais plus quel mot il a utilisé, mais voilà, un peu dérangée de lire ça. C'est important de le publier et c'est important, d'être dérangé donner aussi. accès, voilà, et de se poser des questions. Oui. Et du coup, je suis très contente. Et même à La Boîte à Bulles, en fait, ils m'avaient expliqué qu'il y a des années, ils avaient genre 20% de femmes, peut-être il y a 15 ans, et maintenant ils sont à 50, voire même 60% de femmes parmi leurs livres qui sortent, quoi. Et est-ce que, parce que tu es en train de faire la promotion, etc., est-ce que la BD sort le mois prochain, est-ce que tu as des appréhensions pour la promo en tant que femme? Puis, je veux dire, toi, c'est en tant qu'autrice de BD, en tant qu'agent, en tant qu'illustratrice, il y a plein d'illustratrices dans la pièce qui veulent faire leur promo, etc., et on essaie de se vendre, de se rendre visible, etc. Est-ce que, en tant que nana, c'est juste plus chaud, en fait? Moi, je suis assez anxieuse là-dessus, et puis je trouve que le milieu donc du coup là, c'est plus bande dessinée qu'illustration par rapport au oui, mais bon, podcast. on va brasser large ce soir. Ça englobe, mais c'est vrai que je trouve que un peu les libraires BD, il y a un côté très mec et un peu comme les salons de tatouage, tu vois, où faut être cool, machin, et qui est quand même assez masculin encore. Et du coup, je trouve que c'est difficile d'arriver avec une BD de filles, de mamans et tout dans cet univers et de dire genre aimez mon livre. J'avoue, j'ai jamais fait de dédicace dans des librairies de BD. Juste, je me dis, c'est pas ma place. Mais c'est fou que tu dises que c'est pas ta place. Pourquoi? Non, mais à chaque fois, je fais ça dans des endroits où c'est beau, c'est joli, mais qui c'est pas des librairies, c'est pas des librairies. Mais pourquoi tu te sens pas légitime? Enfin, je veux dire, tu sors 6 romans graphiques, quoi. Puis je veux dire, quand on voit ta carrière, tous les clients avec qui t'as bossé, les marques, la presse qu'il y a eu sur ton travail, etc., je ne comprends pas. Ah, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai jamais fait de dédicaces dans des librairies de BD. Ouais. Ok. Jamais. Mais je me souviens quand j'ai interviewé Matou sur le podcast, Matou qui a sorti La Remplaçante, que vous avez peut-être lu ou écouté le podcast, mais elle disait que elle ses BD, ses BD avaient du succès, mais que elle serait jamais reconnue par ses pairs sur les sites spécialisés en bande dessinée parce que c'est pas de la vraie BD. Enfin c'est mot à elle, c'est ce que je me dis aussi moi pour le coup. Mais j'ai l'impression, Anaïs, est-ce que tu peux compléter, que dans l'illustration, peut-être ça joue moins que dans la BD. J'ai l'impression que on est plus jugé au talent, au portfolio ou beaucoup au portfolio, enfin, j'imagine. Mais après, nous, par exemple, dans l'agence, ce qu'on a plaisir à faire, c'est de mener des projets où les illustratrices peuvent aussi être porte-parole de certains sujets qu'un homme pourrait pas illustrer de la même façon, n'illustrerait pas de la même façon. Illustrerait très bien aussi, mais d'une façon différente. Et ce qui fait que on arrive vraiment, enfin, on a eu plusieurs projets où les filles sont vraiment au cœur du projet, ce qui fait que oui, il y a des projets de filles, parce qu'en fait, moi, je me dis que quand on illustre un projet, on intègre un brief, on est, vraiment, on devient porte-parole, oui. Voilà. Donc. Mais dans l'illustration, c'est peut-être plus le sujet traité que le style. C'est le sujet traité, et après, il y a aussi le style. Ça dépend vraiment de la demande du client. Ça dépend le support, ça dépend plein de choses. Alors, moi, c'est drôle parce que je me sens très très légitime, bonne confiance en moi pour tout ce qui est illustration de commande et tout. Je me dis ouais, j'ai bossé avec des beaux clients, tu vois. Mais j'ai fait 6 BD, je suis là, genre, je suis pas autrice de BD. Enfin, tu vois, genre, c'est un hobby sur le. Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça. Donc il y a une séparation entre pour moi, il y a une séparation. Ouais, complètement. Je pense. Et aussi, j'ai l'impression, si, il y a un peu un truc de ce truc d'ordre-là, c'est que si tu fais du travail de commande, t'es un traître à la nation pour la BD, tu vois. Les vrais purs. Ah oui, non, mais c'est sûr. Les vrais illustrateurs de bande dessinée, ils font que de la BD. Tu vois, et ils en font un peu de la commande au début pour se faire un peu d'oseille, mais en fait, après, ils vendent tellement de livres. De toute façon, ils n'ont pas besoin de faire de la commande. Le terme illustrateur à la base, en anglais, c'était commercial artist. T'es un artiste commercial. Si on remonte aux origines, et donc du coup de base t'es pas un auteur, t'es pas un artiste. Tu fais la commande, t'es un commercial. T'as vendu ton âme au diable. Du coup c'est un peu ça. Du coup moi je suis là vu que je suis là, j'ai bossé avec Evian, Vans, Colette truc. J'arrive en Apple truc. J'ai l'impression de la vendu de service et qu'il a. Je fais de la BD aussi, tu vois. Mais homme ou femme confondu, j'ai l'impression, vous me corrigez si je me trompe, mais que dans l'illustration il y a la pub, il y a la com, il y a la presse et il y a l'édition. Et entre guillemets,
si tu fais de l'édition, c'est le Graal, t'as trop la classe, t'as trop la street cred, mais t'es mal payé. De galerie. Oui, Ouais. cinquième truc, Ouais. cinquième option. Ensuite, à la presse qui paye un peu mieux, mais où c'est toujours street cred, ça va, mais c'est quand même l'édition qui est plus la street cred. Mais bon, l'édition, ça paye que dalle. Ensuite, t'as la com où tu commences à être un vendu, mais tu commences à gagner ta vie un petit peu, tu fais de la commande. Et puis t'as la pub, là, franchement, t'es en enfer, quoi. C'est genre, t'as vendu ton âme au diable. Mais tu gagnes, Et en plus, ta si on thune. sait que t'as bien gagné pour une commande, Voilà. c'est genre... Ouais. Enfin, ce truc de, je sais pas, il faut être pauvre ou faire que Oui, des il faut bouquins, être etc. pauvre et souffrir un Ce qui peu. fait que ce que j'ai observé aussi avec les interviews, etc. sur le podcast, c'est qu'il y a pas mal de gens qui font de la pub pour s'en mettre plein les poches, et puis ils ont raison. Et à côté, ils développent leur travail d'auteur. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé, que vous faites, que... On en parlait juste avant. Moi, je disais que chaque année, j'essayais d'avoir à la fois des commandes commerciales qui, quand même, me ressemblent. Je vais encore parfois, comme je disais, j'aime bien sélectionner mes clients. J'attends pas juste que tout me tombe dessus. Il y a des fois où on vient me chercher, il y a des fois où je vais chercher des clients. Donc, j'essaie de bosser avec des clients qui me plaisent, qui sont des grosses boîtes, qui sont rémunératrices, mais qui me permettent de payer mon loyer. Et puis de pouvoir faire des projets plus perso. J'essaye de choisir quand même dans l'ensemble les gens avec qui je bosse, mais bien sûr que tu fais un équilibre entre édition, comme tu dis, c'est mal payé, et commande commerciale, pour pouvoir alterner des choses qui ont du sens, des choses qui sont plus de la commande, des choses qui sont rémunératrices, des choses qui le sont moins, pour aller dans un équilibre, ça... Et j'ai une question du coup, est-ce que en termes de rémunération, quand on bosse dans la com ou la pub, prenons, toi de ton expérience, vous, et puis Anaïs en tant qu'agent, est-ce que vous arrivez à dealer prenons Evian, un mec, un illustrateur ou une nana. Comment ça se passe au niveau de la rémunération? Est-ce que vous observez des inégalités? Vas-y, Anaïs. Je travaille avec une équipe féminine, donc je pourrais pas te faire de contraste direct. Mais j'imagine que si c'est comme dans tout domaine, il doit y avoir une petite marge de différence entre une commande passée pour la même prestation à un illustrateur. Mais t'as déjà observé? Genre t'as des exemples ou... Bah non, parce que moi je travaillais avec des filles. Oui, c'est ton. Si je peux le permettre, moi je m'entends très bien avec mon agent et du coup on discute beaucoup de plein de high trucs five et à tout. Morgane. Elle me donne pas tout. High five à Morgane. Coucou si tu nous écoutes. Et elle me raconte un peu comment ça se passe et tout. J'ai pas l'impression, après peut-être qu'elle dirait l'inverse, que les mecs sont plus payés. Par contre, je pense que clairement il y a un peu ceux qui sont pas connus et ceux qui sont connus. Et là, je pense que la marge elle se joue là. C'est-à-dire que si t'es pas connu, on va te payer des cacahuètes, et si t'es connu et que t'es bankable, ben là, ils vont sortir les gros sous, quoi. Ok. C'est plus ça. Je pense pas que ce soit tellement en termes de genre, mais je peux me tromper. Je sais pas. Je sais pas si est-ce que c'est une bonne Morgane, nouvelle ou pas une bonne nouvelle. Je pense que pour la question du genre, c'est une bonne nouvelle. Après, c'est sûr qu'il y a ce côté fame un petit peu, t'es connu, t'es moins connu. Ouais. Oui, mais un peu comme avec les acteurs ou la BD ou l'illustration. Et alors, j'aimerais bien vous raconter une petite anecdote au niveau de la genèse de cette table ronde d'aujourd'hui. Donc, comme je disais tout à l'heure, la discussion a débuté sur le Discord par Charlotte qui avait posé cette même question. Et puis très très rapidement, quelqu'un a partagé l'agence Monica Velour. Et moi, j'étais genre wouhou, genre trop bien, thumbs up et tout, c'est génial. Et puis j'étais très surpris parce qu'il y a eu plein de personnes, genre ça a généré beaucoup de conversations, d'hommes, de femmes, etc. Et j'ai été moi-même surpris de la réaction de certaines femmes. Je voudrais juste vous lire, enfin c'est surtout pour Anaïs évidemment, hein, mais vous êtes les bienvenus pour réagir. Donc elle disait: historiquement, les artistes féminines n'ont pas la part belle, et autant je trouve ça génial que les illustratrices soient en force avec l'émergence des sujets de consentement, MeToo, etc. Mais je suis pas vraiment pour l'exclusion du type agence d'illustrateurs exclusivement féminine. J'aime bien l'idée qu'on soit tous ensemble et que nos différences soient plutôt une force. Bref, pays des bisounours. Qu'en penses-tu, Anaïs? J'en pense que c'est totalement vrai, que ce serait génial d'ouvrir l'agence à la mixité, mais que quand je me suis lancée, encore une fois, les motivations premières, c'était j'ai beaucoup échangé avec des illustratrices en fait quand j'ai lancé mon agence Norman. Ouais. Et j'ai énormément entendu de problèmes de légitimité. Et ça m'a beaucoup dérangée parce que faut savoir qu'à un moment on devient quand même assez experte dans son domaine, il faut croire en son talent, et si moi je dis que c'est chouette, si je viens te voir, c'est que je pense qu'on peut le développer ensemble. Et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment consacrer mon énergie aux filles, sans exclure les garçons, c'est pas le but. J'aimerais l'agence évolue encore, j'aimerais pouvoir agrandir le portfolio et pourquoi pas changer peut-être inclure un peu de mixité, mais ça a pas été on s'oppose aux garçons, c'est pas du tout ça, c'est vraiment moi qui ai voulu consacrer de l'énergie à aider les filles qui me ressemblent aussi à croire en leur domaine et se positionner en tant qu'experte, quoi. Ouais. Et à se sentir légitime.
Ouais. Mais donc tu dis que peut-être l'agence évoluera, que tu mettras peut-être des hommes dedans. C'est des idées qu'on Parce que vous êtes unique en France pour le moment. Vous êtes Oui. la seule agence 100% féminine. Et qu'est-ce qui, tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais qu'est-ce qui a fait, je sais que ce projet, tu le chéris depuis très longtemps, que ça bouillonne à l'intérieur, et qu'est-ce qui fait que, c'est quoi la genèse de ce truc? Pourquoi tu dis, punaise, il faut vraiment faire ça? Parce que j'ai connu le métier d'agent d'illustrateur quand j'étais au lycée. J'ai trouvé ça super d'être au milieu des... Attends, comment t'as connu les agents d'illustrateurs au lycée? Parce que j'ai échangé avec des copains à l'époque qui voulaient être illustrateurs et du coup est venu sur la table le sujet d'agent que je connaissais pas du tout, donc c'était vraiment une découverte de ma part. Et je me disais mais c'est le métier super parce que moi en illustration, bon, pas de talent pour le coup, c'est un fait, mais c'est des vraiment... bonhommes bâtons quand même. Des bonhommes bâtons. Exactement. Ouais, voilà. Cool. Voilà. Ils font un début à tout. Ben, c'est sûr. Et du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'ai Pas de talent, mais... voilà. Mais Enfin, en dessin, hein, on se comprend, hein. On se comprend, hein. c'est moi qui l'ai dit. Mais du coup, je voulais quand même avoir un métier qui touche à l'illustration parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne de voir des gens réussir à créer des univers, à les développer en continu et à oser se mettre à nu vis-à-vis d'un public parce que quand on est illustrateur, c'est quand même donner de sa personne. Donc je trouve ça super remarquable. Et je voulais vraiment travailler dans ce milieu. Et je me suis dit, mais il y a rien de tel que de participer, encore une fois, à une petite évolution assez sympa j'aide vraiment les filles à dégoter des projets, négocier, comme on disait tout à l'heure, négocier des budgets qu'elles oseraient pas demander en temps normal, encore une fois, pour la légitimité. Bon, les mecs aussi, hein, parfois on n'ose pas. Oui, non, mais totalement. Ouais, on en parlait tout à l'heure, C'est les propre, agents, ils servent à ça, à demander clair. le double ou le triple que nous, on demanderait à la base. Puis, et aussi, participer à une petite évolution Sociétale. Et voilà. D'accord. Des réactions, mesdames? Mais j'aime bien cette idée. En tout cas, je trouve que si t'es un peu niche dans ce domaine-là, je trouve que c'est cool au contraire de miser là-dessus et de continuer dans cette direction-là. Je pense qu'effectivement, ce truc de pas se sentir légitime, c'est non seulement un peu un truc de pas mal d'artistes quand même, surtout quand tu débutes où tu te dis est-ce que je suis vraiment légitime d'être là, un peu le sentiment d'imposteur qu'on peut avoir et tout. Oui. Mais c'est particulièrement présent chez les femmes. Moi, tous les livres féministes que j'ai lus cette année, c'est un truc qui revient à chaque fois. C'est-à-dire que même moi, je me retrouve quand il y a un repas. Même si je connais bien mon sujet, il y a 4 mecs qui connaissent rien au sujet. Je suis là, je sais plus, je sais même plus ce que je dis. Les mecs sont là, oui, mais n'importe quoi. Et je suis là, oui, peut-être c'est n'importe quoi. En fait, il y a un moment où tu sais même plus, alors que tu connais ton sujet. Ah ouais. T'as l'habitude, t'es une meuf, ferme ta gueule un peu, tu vois. Puis après 10 ans de carrière, je pense que tu sais de quoi tu parles en plus. Dans ce domaine-là, ouais, je sais pas, ouais. Aurélie? Moi, c'est juste sur le fait d'avoir une agence 100% illustratrice. En fait, s'il y a des agences aujourd'hui d'illustrateurs où sur 30 illustrateurs, il va y avoir une ou deux meufs, ça va poser problème à personne. Personne va le relever. C'est pas faux. Et là, qu'il y ait une agence où il y a J'avoue. que des nanas, tout le monde est là, oh mon dieu. Oui. Et c'est Non, comme je suis ça d'accord. dans tous les domaines, pas J'avoue, que j'avais pas pensé à l'illustration, ça, mais ouais. c'est la norme quand il y a que des mecs. Et par contre, s'il y a un truc où il y a que des nanas, alors là, scandale, exclusion. Bon après, t'imagines un mec qui fait une galerie, une agence que pour les mecs. On serait là. Ouais, mais il y a plein de trucs où c'est déjà le cas, Oui. parce que juste simplement, ils font pas l'effort de. Oui, mais je pense que c'est comme ça que d'ouvrir eux ils pensent, c'est ça que je veux dire, tu vois. Anaïs, tu veux dire quelque chose? Que l'agence a vraiment pas été construite, encore une fois, pour opposer les femmes aux hommes et que c'est vraiment pas le leitmotiv de la création Bien sûr. de l'entreprise. Bien au contraire, et que même on reçoit encore des candidatures masculines d'illustrateurs. Ils ont toujours pas pigé. Des fois, on se dit quand même, En fait, c'est les mecs qui arrivent pas dans les autres agences. Ils disent, je vais peut-être réussir chez les meufs. on sait jamais. Monica Ouais, mais même Bello. ça, c'est moche. Enfin bref, c'est Trop se dire- drôle. J'ai c'est genre- appris à... C'est une sous-agence, ça va aller, tu vois, parce que c'est que des nanas. Si on pousse C'est le pas raisonnement ça. jusqu'au bout, c'est moche. Ah, j'avoue, tu fais quoi s'il y a un mec qui t'écrit, qui veut, tu dis, parce que est-ce que ça peut être vu comme du sexisme de dire on ne prend que des femmes? je garde toujours les portfolios dans tous les cas. Je les, après, j'ai pas eu non plus. Oui, trop de mecs, ok, ouais. J'en ai pas eu énormément, puis j'ai pas eu de coups de cœur qui ont Puis fait tu que je me ghostes, suis quoi, dit, juste. c'est C'était le- moche, c'était moche. Tu ghostes. Chut, c'est ça. Ça m'a pas Je forcément pense que quand t'es agent, tu dois recevoir plein de choses assez incroyables. énormément. Alors, plus ou moins au même moment sur le Discord, on a eu une discussion sur Agents for Change. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ce sont des agents anglais anglophones en tout cas, qui se sont alliés pour offrir des portfolio reviews gratuits pour Des quoi? des portfolio reviews, ouais, je l'ai dit à l'anglaise. Je sais pas comment il faut dire en français. Genre des Bon, vous m'avez compris. Et donc du coup, mais ils voulaient offrir aux minorités. Donc les personnes de couleur, les personnes handicapées, les personnes LGBTQ+. Et moi de nouveau,
hyper naïf. Ouais, super. Et puis il y avait des personnes qui disaient bah non, moi j'ai pas envie qu'on me file du taf parce que je suis noir, parce que je suis gay, parce que je suis handicapé, parce que ceci, parce que cela, et que il parlait de discrimination positive. Et du coup, moi j'étais sur le cul et puis ça n'a fait que rajouter de l'huile sur le feu. Je me suis dit il faut qu'on en parle. Alors là c'est au-delà de la question du genre, mais je t'ai dit tiens c'est drôle, il y a des personnes qui prennent des initiatives et les personnes tout de suite concernées par la question qui sont issues de minorités étaient genre bah non, moi j'ai pas envie d'être favorisé. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, en fait, tant que la visibilité tant qu'il y aura une invisibilité de certaines catégories de la population, je pense que ce sera bon qu'il y ait ce genre d'événements dédiés. Et moi, je suis pour les quotas aussi, parce que, on avait rapidement parlé au pique-nique, mais quand dans une boîte on dit oui, mais si entre une nana et un mec, on va être obligé de prendre la nana alors que ça se trouve elle bosse un tout petit peu moins bien que le mec parce qu'il y a des quotas. Bah oui, mais en fait, dans une entreprise, tant qu'il y aura pas autant de femmes incompétentes que d'hommes incompétents, il y aura besoin de quotas, en fait. Et c'est pareil pour justement tout ce qui est des discriminations raciales, handicap, etc. Tant qu'on n'impose pas les choses, les gens ne font pas l'effort d'intégration. J'avais lu effectivement le livre de Lorraine Bastide cette année qui s'appelle Présente et qui soulève ce point précis à la fin parce qu'elle parle du fait que les femmes, qu'il y a une grande inégalité dans l'espace public pour les femmes, que ce soit à la télé, à la radio, même dans la rue, etc. Et elle disait je sais que ça va faire crier, mais les quotas, en fait, ça c'est quelque chose qui peut marcher parce que même si c'est un peu moche, c'est comme ça qu'on va pousser ces gens en avant, tu vois. Je veux dire, il y a un moment où il y a eu des quotas, il faut un certain nombre d'handicapés dans les entreprises, je crois. Il faut un certain nombre de personnes de couleur, etc. Je peux te dire qu'après George Floyd, j'ai vu beaucoup plus de mixité dans le métro. J'étais là, ah bah voilà, tu vois. Enfin, il faut en arriver là, tu vois. Et parce que, excuse-moi, c'est pas tant parce qu'ils ont pris conscience, c'est parce qu'ils ont envie de se faire bien voir aussi. Et je pense que les quotas, tout ce qui peut encourager les minorités à être plus visibles, comme tu disais, même si ça peut un peu choquer certains, je pense que c'est en pratique, c'est un peu comme ça que ces gens-là des minorités vont être vus, quoi. Mais franchement, même parfois dans la pub, il y a encore 5 ans, dans les pubs, c'était quasiment que des gens blancs, quoi. Et maintenant, quand je vois des pubs de banque où limite ils ont leur liste et ils ont coché, ah ouais, alors on a une femme, un handicapé, un jeune, un gay qui a les cheveux roses, je sais pas quoi, ils ont tout. Mais en fait, quand je regarde la télé et que je vois les pubs, bah ça me fait du bien de voir toute cette différence, même s'ils se sont forcés peut-être les agences à mettre tout le monde. Mieux vaut que ce soit forcé, mais au moins c'est fait, quoi. Au moins les gens le voient et ça fait du bien de voir autre chose, quoi. À une période, franchement, j'ai regardé la série The Wire, je sais pas si vous connaissez. C'est la première fois que pendant autant d'heures, j'ai vu autant de personnes noires sur ma télé, quoi. Et en fait, ça m'a fait vachement de bien, au-delà du fait que c'est une excellente série. Et ça m'a fait me dire, putain, mais en fait, je vois jamais de noirs à la télé dans les séries, quoi. Ou alors, faut regarder les chaînes de télévision africaines. Oui. Bon, ça, c'est en train d'évoluer, du coup, mais je pense que c'est parce que maintenant, effectivement, il y a le côté se faire bien voir, cocher la liste pour les agences et tout, mais c'est une bonne chose. Et tout. Il y a des fois où ça va un peu loin. Je me souviens d'une marque de mode dont je citerai pas le nom, où il y a un moment dans le même truc, il y avait toutes les, comment on dit, une mixité sociale, ethnique, il y avait même une handicapée, enfin bref, en fait j'étais là, non les gars, enfin genre là sur la photo c'était genre, ça allait un peu loin et ça c'était presque comique, tu vois, c'est genre check. Et en même temps, waouh, c'est une des rares marques de mode où j'ai vu ils ont mis une femme handicapée sur un photoshoot de mode, tu vois, t'es là, ah ouais ok, enfin fallait y aller quoi. Et non, je pense que ça vaut le coup de mettre en avant, d'encourager les femmes à avoir confiance en elles, toutes ces initiatives sont en fait peut-être critiquées, mais assez importantes, je pense, en pratique pour que les choses changent. Et puis je pense que en tant qu'agence 100% dédiée aux illustratrices, quand on démarche des clients en tant qu'agent, on leur fait peut-être une petite prise de conscience. En tout cas, j'espère que ça s'est produit quelques fois. Ça me ferait super plaisir, en se disant peut-être c'est vrai qu'on fait toujours appel au même genre de profil artistique. Peut-être que là, de pas forcément avoir le choix d'avoir un portfolio très divers, très complet et professionnel d'illustratrices, ça permet de se pencher peut-être sur ce qui se passe dans le milieu d'illustration féminine. Ça peut, si je peux participer à ça, ça peut être super. Bah, ça, je trouve ça super important, même dans le regard que ça apporte, parce que des illustrations faites par des femmes, en fait, bah, les femmes vont pas être dessinées pareil. C'est pas il y a pas forcément ce regard hyper sexualisé sur les corps et tout. Ça d'ailleurs, il y a un nom pour ça. Le male gaze, le male gaze et chez moi, par exemple, il y a certaines BD, même si le scénario est cool et que j'aime bien le dessin et tout, si c'est trop male gaze et que les femmes elles sont toujours cadrées sur les seins, où il y a toujours des trucs, même moi en tant que femme, ça me gêne de lire ça et je suis là, mais
j'aime bien ton histoire, gars, mais là, c'est pas possible, quoi. Et j'arrête la BD à cause de ça. Je l'ai déjà fait sur un manga récemment parce que j'étais là, mais je peux plus continuer à lire ça. Ouais. Et une femme avec la même histoire aurait des cadrages différents, traiterait ses personnages différemment, et même simplement les personnages féminins seraient beaucoup plus creusés, voilà. Mais sur des illustrations, ça fonctionne aussi. Je me souviens d'un truc très drôle que Pénélope Bagieux avait partagé sur son Instagram. Il y avait une photo d'un film, je sais plus, une série sur Instagram, une série sur Netflix, pardon, où tu voyais une fille genre un peu triste avec sa mug comme ça dans son canapé avec son cardigan un peu baissé, mais genre un peu sexy, mais genre déprimé, tu vois. Et elle disait, donc les mecs, ils croient que la dépression pour une fille, c'est ça. C'est là, tu veux rien. C'était on a les cheveux comme ça, on est là. Oui, bien sûr, bien sûr. La série sur les échecs. Et en fait, la photo, tu sais, c'est genre, c'est ça, une fille triste, tu vois. En fait, c'est là, non, mec, t'as pas vu ce que c'est une fille triste. Et c'est assez drôle les différences de regard, et c'est pas mal, effectivement, je trouve que. Mais est-ce que c'est parce qu'on veut pas voir une fille triste? C'est parce qu'on vous montre pas aussi. Non, mais c'est parce que cette série, c'est la série sur les échecs, là, je sais plus comment ça s'appelle. Oui. Effectivement, la meuf est déprimée, elle est en train de picoler chez elle, elle est en petite nuisette, petite culotte dentelle et tout, épilée, machin. Ouais, franchement, une meuf qui est déprimée, confinement, en jogging, elle a les cheveux crades, 10 minutes et elle prend pas des poses sur son canapé, elle est affalée avec le jean ouvert et tout, quoi. Donc, à un moment, voilà. Et du coup, il y a cette image fantasmée des femmes qui n'est pas réelle et représentative de la réalité. Et des illustrations faites par des femmes, même quand c'est une seule image, même pour illustrer un article. Parfois, il y a des illustrations que je trouve sexistes sans qu'ils s'en rendent compte. Je me souviens, à l'agence, il y avait un mail qui était passé où c'était genre le monde de demain, je sais pas quoi, et l'illustration, c'était une meuf en petite robe toute seule au milieu d'une ville déserte ou je sais pas quoi, mais assez sexualisée, quoi. Et moi, j'ai répondu genre, bah non, pour moi, le monde de demain, c'est pas ça. C'est pas une meuf à moitié à poil dans la technique. C'est pas ça, le monde de demain, quoi. Sauf que ça a dû être choisi par un gars, et voilà, c'est ça. Et je pense que c'est même inconscient de choisir ce genre de représentation, quoi. Effectivement, elle disait, Lorraine Bastide aussi dans son livre, que dans les médias, les hommes, enfin, j'ai pas tous les chiffres en tête, mais les hommes sont clairement surreprésentés. C'est genre 27% de femmes à certaines heures d'audience, mais sinon le résultat c'est plutôt 19%. Hein. Elle dit en fait la moitié de l'humanité c'est des femmes en fait, et donc tout d'un coup en fait elle dit c'est là que tu te rends compte que on voit tous et toutes le monde sous un prisme masculin. Et en fait, on se rend même pas compte à quel point nous-mêmes on intègre ça, tu vois. Ouais. Et même sur la maternité, franchement, les sujets de la maternité, ça concerne l'humanité entière, quoi. Même les mecs les plus machos et tout, ils sont sortis du sexe de leur maman qui est une femme, qui les a allaités ou pas, qui leur a filé le bib, qui a peut-être arrêté de bosser pour s'occuper d'eux, et genre ça leur passe là, quoi. C'est des sujets pas importants, faut pas en parler, ça c'est du privé, c'est des trucs de nana et tout. Et ça concerne tout le monde, en fait. Et c'est drôle parce que j'ai offert la naissance en BD de Lucille Gomez, à mon cousin qui va avoir tu vois, je l'ai offert à mon cousin, pas à sa meuf, à mon cousin, genre, hey, renseigne-toi, en fait, tu vois, vous allez accoucher, en fait, c'est elle qui va le sortir, hein, clairement, mais, bon? Tu peux pas l'aider là-dessus, malheureusement, la nature est ainsi faite, mais en tout cas, renseigne-toi sur ce que c'est, tu vois, d'être enceinte, d'accoucher, les techniques, enfin, c'est pas juste, ouais. T'as raison, c'est vrai. Même la maternité, c'est un truc que tu fais à deux, quoi. Yes. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu disais que ta BD était une BD de filles, j'étais pas trop d'accord dans le sens où je pense que ça peut être super éducatif aussi pour les hommes parce que ça touche et la femme, c'est clair, mais l'homme aussi. Bah, moi, je l'ai lu, parce que le sujet me touche. Je suis moi-même papa. Ma femme, elle a fait une dépression postpartum. Enfin, je veux dire, le sujet me touche. Et je te l'ai dit tout à l'heure, je l'ai fini, j'étais ému, j'étais genre. Et ouais, c'est un sujet universel, mais c'est sûr qu'il y a ce truc de, c'est un sujet de meuf ou c'est un trait féminin et c'est à destination d'un public mixte en fait, parce que c'est vrai que ça touche les couples. Mais c'est probable, malheureusement, que c'est peut-être plus de femmes qui le liront. Je pense qu'il y a plus de femmes qui le liront. Je pense que même si ça se trouve, la vente en librairie, les hommes ils regarderont même pas le truc ou ils vendront pas le. Enfin, j'en sais rien, il est pas encore sorti. Mais t'aurais dû mettre une meuf super aguicheuse avec son bébé au sein, on voit le sein. Je suis pessimiste là-dessus en se disant, ça se trouve ma BD elle va se vendre par du bouche à oreille entre femmes, par d'autres types de canaux, mais comme aujourd'hui les vendeurs sont beaucoup des hommes, ça se trouve, voilà, ils vont même pas la feuilleter et puis ce sera pas le circuit par lequel elle va se vendre, j'en sais rien. Après, moi, ma cible, c'est clairement les femmes puisque c'est la BD que moi j'aurais voulu lire au moment où je me suis pris le tsunami dans la tronche et que j'étais là, mais pourquoi j'aurais lu ça nulle part, personne me l'a dit et tout. Bon, s'il y a quelques années, maintenant il y a beaucoup plus de trucs et des comptes Insta et des livres et des BD qui sortent et c'est cool. Et d'ailleurs, même à la fin de mon livre, j'ai fait une page ressources où tout ce que j'ai trouvé à l'heure actuelle en livre, en bande dessinée et tout sur le thème, j'ai mis toutes les copines, allez, faut se serrer les coudes entre nanas justement.
Et après, s'il y a des hommes qui la lisent, tant mieux. Mais jusqu'à maintenant, quand j'en parle ou quoi autour de moi, j'ai pas l'impression que c'est le truc passionne les foules masculines, quoi. Je me doute. Alors, Hey, j'interromps quelques secondes cet épisode car si vous êtes encore là, ça veut probablement dire que cet épisode vous plaît. Et si c'est le cas, pourquoi ne pas venir en discuter sur le Discord Sens Créatif qui est gratuit et ouvert à tous. Vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast en vous abonnant sur Patreon. Ça m'aiderait énormément. Et ainsi, vous deviendrez membre du Patate Club, histoire d'accéder à des tonnes de bonus. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien présent dans la description de l'épisode ou attendez la fin. Un ou une membre du Patate Club vous expliquera tout. Allez, retour à l'épisode. C'est Et drôle. toi, sur ton prochain livre, Homme Sweet Homme? Mon prochain livre, Homme Sweet Homme, il est sur la parité dans l'espace domestique et il sort le 7 octobre. On fait notre lancement le même soir, donc on ne pourra pas être au lancement de l'une et de l'autre. en pensée. Mais en pensée. Sur la parité dans l'espace, enfin, l'absence de parité dans l'espace domestique. Et alors, l'anecdote que je trouve drôle, c'est que, je vais balancer, mais mon éditrice m'avait dit, et moi j'étais là, j'étais pleine d'espoir. Les hommes vont le lire, ça va changer des choses et tout. Elle était là, pas du tout, pas du tout. Il y a que des meufs qui vont le lire, il y a que des meufs qui vont l'acheter. Et qui vont le filer à leur mec. Et là, par contre, voilà, je pense qu'elles vont bien le laisser traîner. Moi, j'avais une technique avec mon ex. Si je voulais qu'il lise un truc, genre le haut de picot idéal standard, je le laissais en évidence dans les toilettes. Il était là, mais c'est horrible. Je dis plein de trucs comme le mec. Et j'étais là, ouais. Tu vois, voilà. Mais et voilà, tu laisses des choses en évidence sur la table du salon ou dans les toilettes. Et là, les mecs vont lire, tu vois, parce que c'est le moment où ils sont tranquilles et tout. Et donc voilà, je pense que c'est un peu le livre passif-agressif où les meufs vont l'intégrer en se disant, ouais, putain, c'est trop vrai. Et l'avantage, c'est que le livre est drôle. Et du coup, mon espoir, c'est que les mecs, en lisant, ils fassent comme ça va se marrer et que si je disais une interview il y a pas longtemps, s'il y en a que 10 qui changent, c'est déjà cool, tu vois. Je l'ai lu, mais j'ai ri jaune. Vraiment, genre merde, c'est comme ça. Ouais, il y avait des trucs où j'étais genre beau gosse, pas beau gosse. Oh, je crains, je dis ça exactement aussi. Je t'en avais parlé, moi, la chose qui m'avait le plus marqué, c'était plus la charge mentale. Ah ouais. Et je me suis dit, je veux dire la charge mentale. Et j'étais heureux de le lire en avant-première, Et en effet, c'est drôle, mais vraiment, ça fait du bien, mais dans le sens un peu, aller un petit pavé dans ta tronche là, genre un petit peu. T'as pas trop envie de voir certains trucs, ouais. Oui, mais c'est important que ce soit dans le milieu professionnel, que dans le domaine domestique, etc. Faut que ça pique un peu, quoi. Oui, on a tous des privilèges et on s'en rend pas forcément compte, mais du coup, c'est difficile de sortir, ça a changé les choses chez moi. Ça a changé les choses chez moi. Vraiment, voilà, le livre. Après, faut que ça reste, tu vois, genre. Attends, juste l'anecdote drôle, c'est que mon éditrice m'a dit, mon mec l'a vu, elle dit, je lui ai envoyé toutes les pages en disant, c'est trop nous, regarde, c'est toi, tu fais pareil et tout. Il était là, pas du tout et tout. Et finalement, il lui a dit un commentaire, il m'a dit, tu devrais pas faire les meufs un peu plus sexy sur la couverture? J'étais là. C'est le mec qui a dit ça? Ouais. J'étais là. Non, mais t'es sérieux? C'est QFD, alors quoi. Que déjà, à la base, je l'avais fait un peu plus sexy. Je lui ai fait, tu sais, c'est oui, c'est drôle, oui. J'étais plus sexy. Et puis j'ai rigolé, j'ai dit, non, mais tu te rends compte de cette phrase? Ah oui. Et moi, j'ai bien aimé le petit détail, du mec qui part toujours le not all man. Et surtout, il passe son temps à râler, il ponctue mes phrases, il est là, oh là là, et tout, il se fait, tout le Mais il a ce t-shirt, genre, non, pas tous les mecs, pas tous les mecs, exactement. Mais, surtout sur la couve. Enfin, pour la petite anecdote, on n'arrive pas à lire. Parce qu'il a un tablier. Il a un tablier, et donc du coup, il faut lire, et puis c'est genre, not all men, et oui, on est coupable de ça. Mais tu parlais de charge mentale, et en fait, je pense que c'est aussi important pour la place des femmes dans l'illustration ou dans la BD ou quoi, c'est que, en fait, aujourd'hui, en termes de temps qu'on a de disponible pour dessiner ou faire nos projets, je suis une grosse accro podcast, donc j'en écoute toute la journée, tout le temps. Et le nombre d'illustratrices jeunesse que j'ai entendu dans les podcasts dire, je dessinais quand mon gosse faisait la sieste, quand mes enfants sont entrés à l'école, quand mes enfants ont quitté la maison, qu'ils étaient ados et tout. Et chaque fois, en fait, elles placent leur travail et leur temps disponible pour faire leur travail par rapport à leurs enfants et leur organisation. Et on n'entend jamais les mecs dire, je travaille ou peut-être toi, quand mon fils est couché, ou quand mon fils est à la crèche ou en garde et tout. Alors que les femmes, c'est de base, quoi. C'est le contrat de base qu'elles s'organisent pour leur temps perso là-dessus. Et t'en parles dans ta BD, où tu parles de l'auteur de Calvin et Hobbes que tu admires, il me semble, et que tu t'es rendu compte qu'en fait, le mec, il a pu faire, tout le monde adore Calvin et Hobbes, c'est clair, parce que c'est du génie, mais on se rend compte que le mec, il a pu faire cette carrière et développer tout son art avec brio, parce qu'en fait, madame s'occupait des gosses tout le temps. On voit la photo de la femme à côté, genre. C'est ouf, quoi. Non, en fait, c'était je le savais pas, un catalogue d'exposition, parce qu'il y a une grosse exposition en France sur son travail. Et du coup, il y avait une interview de lui, alors que c'est hyper rare, parce que le mec, il communique jamais, il est dans sa caverne et tout. Enfin, et effectivement, j'adore son travail. Et il disait noir sur blanc,
je me rends compte que ma carrière de 20 ans, ma femme a géré tout, le domestique, les courses et tout, et moi j'ai pu me dédier à 100% mentalement à mon travail. Et je disais ça et j'étais là, mais c'est dégueulasse. Moi aussi je veux un mec qui s'occupe des courses et de tout ça et tout, et me dédier à 100% à mon travail. Moi, c'est qu'on le fait dans les deux sens, c'est-à-dire que et moi je me suis rendu compte de ça, c'est-à-dire qu'à la fois j'étais là, c'est ce qu'une maman fait, genre moi c'était toujours mon fils en priorité, et puis moi en dernier quoi, mon fils, mon mec, la maison, tu vois. Et mon travail, c'est pas grave, tu vois. Le sport, on n'en parle même pas. Les potes, on n'en parle même pas. Et en fait, alors qu'à l'inverse, lui, c'était genre, je vais à l'escalade, je vais faire ci, je vais faire ça. Et très bien, je vais travailler, d'accord. Et en fait, c'est drôle parce que j'ai l'impression que pas mal de mecs en fait prennent ça pour acquis, et les femmes aussi, genre c'est mon rôle de mère, une bonne mère, elle va pas dire, excuse-moi, mais j'ai un ciné ce week-end, enfin, tu vois. Mais tu vois, par exemple, pour un salon, mon éditeur a envoyé une liste d'auteurs. Ouais, il y a tel salon et tout. Est-ce que vous êtes chaud pour venir? C'est telle date. Et en fait, t'as 4 mecs qui répondent dans la minute. Ouais, c'est bon, je viens et tout. Et moi, je réponds et je fais, va falloir que je vois parce que j'ai mon fils une semaine sur 2, machin, je m'organise et tout. Et j'étais là, et les mecs, ok, alors peut-être ils ont pas d'enfants, peut-être ils ont des enfants grands, j'en sais rien. Ils partent du principe que, ouais, c'est bon, quelqu'un va s'en occuper, quoi. Alors que nous, faut qu'on s'organise, quoi. Et on en parlait tout à l'heure, on allait boire un petit café. Un petit coup. Avant l'interview. Et on disait, parce qu'on est toutes les deux séparées, et en fait on a redécouvert le temps libre pendant avec la séparation et la garde partagée, et c'est le miracle de la vie en fait. et alors c'est horrible de se séparer, c'est triste et c'est tout ça, mais en fait t'es là, en fait je peux redevenir un individu, je peux redevenir un individu créatif, je peux lire des livres. D'habitude c'était genre 22h, j'étais au fond de mon lit en PLS. Là je peux lire des livres, je peux aller au cinéma, je peux dessiner, et je peux juste réfléchir, me consacrer à mon œuvre. Il y a des fois où j'ai pu faire mon livre, et des fois je restais enfermée chez moi 10 heures par jour. Et puis quand il est là, je suis une maman, mais je peux être un individu libre et créatif. C'est tellement important, et c'est un peu ce qu'on perd quand on devient parent, du temps pour soi. Et c'est ça qui est difficile, je trouve, c'est de négocier du temps pour soi en permanence dans un couple. C'est ça qui abîme pas mal les couples en fait quand t'as un enfant. Et ça depuis toujours. Mais c'est horrible de se dire que il faudrait se séparer. Je sais, c'est horrible. Oui, mais c'est triste de se dire qu'il faut être en garde partagée pour que. Ou alors il faut être très très riche et avoir plein de nounous. Ouais, mais du coup, c'est encore des femmes qui s'occupent du sale boulot. Putain, allô. Et un nounou. Ah là là, ouais. Mais effectivement, la garde partagée, ça oblige au partage des tâches et de la charge mentale. Je peux dire que l'équité, moi, je l'ai obtenue au bout d'un moment. Une semaine sur 2, on est obligé de le faire. Enfin, l'homme est obligé de le faire. Et du coup, c'est là qu'ils se rendent compte de tout ce qu'il y avait à faire, parce que le père de mon fils, il faisait quand même des choses. Mais en fait, la masse de trucs que nous, on fait par réflexe, parce que faut bien que le truc soit fait et qu'ils ne voient pas, c'est là qu'ils se rendent compte de ce qu'il y a à faire. Et c'est là que nous, on se rend compte de, ah ouais, putain, une semaine sur 2, en fait, je retrouve du temps mental, du calme, effectivement des horaires qui sont pas rythmé par l'école, je sais pas quoi et tout. Si je veux bosser jusqu'à 4 heures du mat sur mon truc, je le fais. T'as pas besoin de négocier avec quelqu'un en permanence. Non, mais ce soir, j'ai besoin de bosser sur mon projet. Ouais, mais moi, j'ai un truc. Ah, d'accord. Oui, c'est ça. C'est pas, Mais on pourrait presque dire que sans malheureusement peut-être arriver à un stade de séparation, le travail que vous faites de vulgarisation, de représentation des femmes, de faire oh les mecs et les nanas aussi d'ailleurs, ding dong, est-ce qu'on peut un petit peu en parler? Ça peut peut-être prévenir pour d'autres couples peut-être de ne pas en arriver là. Oui, puis surtout de pas avoir à choisir entre un moment, est-ce que je suis maman ou est-ce que je veux faire mes projets et développer mon travail personnel, quoi. Parce que je pense que donc il y a l'illustration jeunesse où c'était très présent dans tous les trucs que j'ai entendus. Après, il faudrait voir si des femmes sans enfants qui peuvent être 100% dédiées à leur carrière, est-ce qu'elles avancent plus vite, est-ce que elles peuvent faire plus de choses. Est-ce qu'elles réussissent mieux, je sais pas. Mais en tout cas, elles ont plus de temps. Et puis surtout, j'ai l'impression que ça les grille moins, non? La plupart des illustratrices que je connais qui ont des enfants et qui sont encore en couple, c'est chaud, quoi. C'est chaud de trouver du temps pour soi, hein. De trouver du temps. Et du coup, toutes les opportunités. Parce qu'effectivement, un salon, un truc, une interview, une rencontre, dès qu'on peut pas dire oui tout de suite et être hyper réactif comme pourrait l'être un homme, ça leur ouvre plus d'opportunités professionnelles. Que nous, on passe à côté de plein de trucs parce que on peut pas être aussi réactif, faut s'organiser. Parfois, non, on pourra pas être là parce que pas de garde, machin. Ouais. Et du coup, à la fin, forcément, la carrière avance à un rythme différent. Donc, J'ai une autre question, un chouïa sur un autre sujet, c'est la question des réseaux sociaux. On observe qu'il y a plus de femmes sur les réseaux sociaux, il y a plus de femmes qui carburent et qui cartonnent sur les réseaux sociaux, plus de femmes se sont emparées du médium. Est-ce que donc ils ont beaucoup de followers, Est-ce que ça veut dire
du succès? Est-ce que ça veut dire des jobs et de l'argent? Et je me pose aussi une question, puis je me tourne vers toi Anaïs aussi par rapport à ça. Est-ce que les femmes, par la force des choses, ont dû s'approprier les réseaux sociaux parce que elles pouvaient pas passer par les réseaux peut-être plus sexistes des agences, des maisons d'édition, etc. et que pour aller à la rencontre de leur public, ils doivent passer par les réseaux sociaux. C'est de l'autopromotion, quoi. Si les autres le font pas pour nous, si les hommes le font pas pour nous, est-ce que nous on doit le faire? Donc, les réseaux sociaux et puis toi en tant qu'agente aussi. Alors c'est totalement possible que les femmes aient dû s'emparer de ce média elles-mêmes et faire leur autopromo. Après, moi, ce que je découvre et ce que j'adore, c'est que dans le milieu de l'illustration, comme dans d'autres milieux, les illustratrices, en tout cas, se soutiennent énormément. Donc, je pense que ça fait un effet boule de neige aussi, où dès que quelqu'un prend la parole, s'exprime en tant qu'artiste, ça a résonné chez d'autres illustratrices qui osaient peut-être pas franchir le pas et donc qui ont commencé à se mettre en avant sur les réseaux, développer un autre réseau qui, lui, développe encore un autre réseau. Je pense que ça s'est fait comme ça. Après, est-ce que ça change quelque chose dans les commandes et dans les projets? Évidemment que oui, parce que le client en tire une certaine visibilité aussi. Il y a une promotion qui sera assurée sur le projet. Donc oui, ça joue. Oui, c'est important. Et je pense que je pourrais pas répondre. J'ai pas la science infuse là-dessus, mais c'est possible, oui, que les femmes ont dû s'auto-promouvoir entre elles et donc attraper justement. Avoir des discours qui ont été entendus parce que Internet, ça reste quand même un outil de communication énorme, ce qui a du coup peut-être permis certaines prises de conscience aussi de la part d'autres personnes qui se sont alliées à leur et les ont soutenues dans leur travail, je pense. Et est-ce que vous pensez que c'est parce que par la force des choses, parce que dans le milieu, dans le circuit classique, peut-être les femmes avaient moins d'opportunités, ou ça n'a rien à voir, peut-être. Simplement, c'est un médium que... Je pense que le côté auto-promo, ça doit jouer aussi, parce qu'effectivement, même en ayant un éditeur classique, je pense qu'on fera peut-être plus l'effort que certains hommes qui auront plus de facilité d'accès à d'autres médias et tout. Donc nous, on va faire plus l'effort pour promouvoir notre travail. Après, je pense qu'aussi, il y a beaucoup de femmes qui ont des gros comptes Instagram ou sur les réseaux sociaux, simplement parce que en tant que public femme, ça fait du bien de voir des trucs qui nous concernent juste simplement, quoi. Et comme c'est des trucs qu'on voit pas dans les médias standards ou dans les images qu'on a autour de nous au quotidien, là, c'est un truc qu'on peut choisir ce qu'on peut voir. Et de voir des choses qui nous ressemblent, qui nous touchent plus, ou qu'on passe ce filtre forcément de male gaze ou j'en sais rien. Ouais. Et du coup, c'est vrai alors après, en termes de travail, je sais pas si ça rapporte plus de contrats d'avoir des gros comptes Instagram. Est-ce qu'une grosse communauté égale plus d'argent? Voilà, c'est peut-être pas forcément. Il y a la visibilité. On parlait tout à l'heure de la fame dans le milieu quand même. Hommes, femmes, on s'en fout. Ça joue peut-être. Oui. Il y a la fame, mais par exemple, je sais que moi j'adore le compte de Cécile Dormeau, qui est hyper drôle. J'adore son style et tout. Et régulièrement sur Instagram, elle dit qu'elle discute avec son papa et que en gros il lui dit mais t'as vu tout le monde qui te suit? Elle dit mais ça me rapporte pas de taf et pas de thunes, quoi. Donc ça c'est ouf. Mais oui, donc voilà, c'est pas parce qu'on a une immense communauté qu'on a des commandes payées derrière, apparemment. Et toi, Tiffany, qui est très suivie, 90 000 followers, je crois, un truc comme ça. 92. Moi, ça m'interroge un peu parce que je trouve ça à la fois trop bien Instagram parce que ça a libéré une parole et ça fait des communautés où on discute et moi j'adore, je peux m'exprimer. C'est un endroit où justement j'ai pas besoin de me censuré, même si on se censure toujours un petit peu, mais c'est un vrai espace de liberté d'expression. Tu peux rentrer en contact avec plein de gens, tu peux faire ton auto-promo, tu peux compter sur toi aussi pour faire cette auto-promo et pas être là, vous avez contacté tel truc, t'es indépendant. Mais là où je m'inquiète un petit peu, c'est que j'avais lu un truc justement, encore une fois, le livre de Lorraine Bassett qui m'a vraiment clairement marqué, mais qui disait, est-ce qu'ils nous laissent pas un peu jouer dans notre bac à sable Instagram pendant que eux, ils gèrent tout le reste des médias, tu vois. Nous, on est là genre, Instagram. Et eux, ils sont là, genre BFM, France vous Télé, mignonne, quoi. Truc, genre jouer dans votre petit bac à sable. Et puis nous, pendant ce temps, on débat sur le monde avec 80% de mecs et 20% de femmes qui sont interviewés. Donc c'est juste, je trouve ça trop bien que ça existe, mais le vrai progrès, il sera quand à l'antenne, à la radio, dans les magazines, il y aura une plus grande parité sur des vrais sujets et pas juste sur Instagram, quoi. Ça, on arrive un petit peu à la dernière question que j'ai posée pour cette table ronde. Après, on aura un temps d'échange avec le public. Quel souhait vous aimeriez, tu viens d'évoquer un souhait. Quel souhait vous aimeriez, c'est peut-être une question supra-naïve, mais pour qu'il y ait plus de parité, notamment professionnellement, dans le milieu de l'élu ou de votre travail, ou qu'est-ce que vous aimeriez?
voire changer? Je pense qu'on sera d'accord là-dessus, mais c'est bêtement le partage des tâches et de la charge mentale, parce que tant qu'il y aura pas ça, tant que les hommes prendront pas leur part, en fait, il y aura pas d'égalité dans professionnelle, ouais, que ce soit dans l'illustration ou ailleurs. Donc pour prendre sa place, tant que ça, ce sera pas. Déjà que statistiquement les femmes sont quand même moins bien payées que les hommes. Si en plus c'est toujours aux femmes qu'on demande d'aller chercher l'enfant malade, de s'occuper des vaccins, des trucs, et pas parce qu'on nous le demande, mais aussi parce que on le prend à notre charge et les mecs nous laissent faire, etc. Je pense qu'effectivement, pour qu'il y ait une plus grande parité dans le milieu professionnel, ça passera par le domestique. Oui, je pense que c'est lié, on peut pas. Donc pour les couples hétéros, les mecs, laissez vos nanas bosser, quoi. Ouais. Faire de l'élu, du dessin, de la BD, etc. Anaïs? Et les clients, les maisons d'édition et tout, de faire plus confiance aux illustratrices, de leur confier vraiment des projets avec de l'impact, de l'ambition, et vraiment les laisser s'épanouir dans le milieu professionnel. Boum. Merci. Eh bien, ouais, bravo, on peut déjà les applaudir. Merci. Eh ben, ce micro, il est à vous. Non, ce micro, il est à vous. Donc, si vous avez des questions pour l'une de nos invités, je vous en prie, venez prendre le micro, déplacez-vous pour qu'on l'entende dans l'enregistrement. Vous prenez n'importe quel micro, et puis on aura un petit 20 minutes, un petit 20 minutes d'échange. Alors, qui aurait une question? C'est toujours le moment où les gens sont timides un peu. Genre, non, il faut qu'il y en ait un qui s'en... Allez, c'est Chloé, bien. Est-ce que c'est pas un petit peu problématique de parler du style fille-fille et d'associer le mot fille à quelque chose de dégradant ou de mineur, en fait? Et est-ce que ce serait pas le moment de revendiquer un style girly, un style féminin comme étant quelque chose de positif, une alternative à un style qu'on a beaucoup vu et qui est plus masculin? Est-ce que vous pouvez le brandir fièrement et ne pas dire, si le style est identifié féminin, que ça soit une fierté et pas une... C'est fou, on a nous-mêmes intégré que que le féminin était négatif, quoi. Ça va faire un peu pub de base, mais il y avait la campagne Always, là, comme une fille, où il disait cours comme une fille, fait un truc comme une fille, et chaque fois, il faisait ça comme des débiles quand c'était comme une fille. Et sauf qu'en fait, c'est tellement imprégné dans la société. Même moi, franchement, dans la vie, je suis calme et tout, mais je suis assez brute, quoi. Et le fait que je fasse des illustrations toutes douces, avec du rose, des couleurs pâles et tout, on me renvoie toujours à ça, un truc assez fifi. Oui, mais pourtant, les sujets que t'abordes, apparemment, c'est pas... Oui, voilà. Sauf que c'est identifié. Et en plus, comme il y a des couleurs qui sont identifiées à ça, et aussi probablement des styles illustratifs, dire fifi, c'est tout de suite connoté négatif. Alors que, comme on le disait, en fait, c'est une richesse. On apporte un regard qui est différent, qui est plus riche, qui peut changer la société, disons. Ouais. Merde. Mais ça reste peut remplacer négatif, du coup, au lieu de dire fifi, fille déjà. Je sais pas, parce J'en ai que fait un rose qui même pète, si- tu vois. Moi, en j'avoue, mode j'étais là. affiche. Il a mis du rose pour un truc sur la Même si parité, on quand veut- même. Mais un rose qui pète, tu vois, en mode affiche, quoi. Girly, c'est aussi connoté négatif. Chaque fois qu'on dit c'est une BD girly, quand il y avait les blogs BD et tout, sous-entendu, chaque fois c'était des petits trucs de nanas qui vont parler de leurs shoes et machin, et tout le monde s'en fout. Voilà, les trucs girly. Féminin, tout de suite on va se dire ça va être sur la douceur, machin. Enfin, on peut pas parler de sujets de femmes ou d'utiliser des couleurs dites féminines sans que tout de suite ce soit des sujets intimes ou machin. Et j'en sais rien. Est-ce que un mec qui ferait des trucs roses avec un petit trait doux, tout de suite on dirait ah oui, son œuvre elle est c'est incroyable. féminin. Mais Voilà, du je sais plus coup, qui disait mais dès que c'est- les femmes parlent de l'intime, c'est leur petite histoire privée, et dès que les hommes parlent de ça, genre ils lancent un débat de société et ils sont en train de changer le monde, quoi. Donc voilà, je sais pas. Je pense qu'on va pas pouvoir le changer de sitôt le côté négatif de ça. C'est vraiment intégré. Et justement, mon livre, il commence par ça. C'est une phrase de Gloria Steinem qui dit notre premier objectif dans la vie pour les hommes et pour les femmes, n'est pas d'apprendre, mais de désapprendre. Ah oui, c'est clair, ouais. Et il y a vraiment un nombre de choses que nous-mêmes on a. Tu vois, moi, dès qu'il y avait une étagère à monter, j'étais là, tu peux la monter, s'il te plaît. Et en fait, t'es là, mais à quel moment moi-même j'ai intégré ce truc-là, quoi. Et on a tous et toutes intégré des schémas de ce qu'est un homme, ce qu'est une femme, et tout ce qui est considéré comme féminin. Et en tout cas, dans le champ lexical du dit négatif, quoi. Il a une sensibilité un peu féminine, tu vois. Et puis ça démarre Elle a super une tôt. énergie masculine, tu vois. Ça démarre super tôt, et je sais que moi mon fils adore les costumes. J'avais fait une petite page dans ma BD pour quand même le mettre, parce qu'au départ j'avais fait
truc un chapitre un peu plus long, féministe, genre école primaire et tout machin. L'éditeur m'avait dit, là, tu sors un peu de ton sujet, on sent que t'es remonté, mais ça nous fait quitter un peu le récit, donc ça, on va le virer, mais j'ai quand même laissé ça. Et c'est vrai que mon fils adore les super-héros, et pour lui, la Reine des Neiges, c'est un super-héros, parce qu'elle est super forte, elle a des pouvoirs, machin. Et quand parmi tous les costumes de super-héros qu'il avait, on lui a acheté celui de la Reine des Neiges, et qu'il l'a mis au carnaval à l'école, il y avait plein de parents qui faisaient des réflexions débiles, quoi. Et j'étais Encore là, aujourd'hui? Oui. À Paris, dans les quartiers bobos? Ah bon? T'habites où? À la limite, ils mettent des robes à l'envers pour faire genre, nous, on est Dis-toi, dans les autres banlieue. quartiers, c'est même pas la peine de mettre ton costume, quoi. Ouais. Et je trouve ça super triste parce qu'effectivement, tout ce qui est féminin, tout de suite, c'est connoté, quoi. Et l'inverse ne gêne personne. J'avoue, alors que mon fils, il m'a dit, je veux une robe de princesse. J'étais là, mais mec, mais ouais, j'étais là, trop cool. Go. Parce qu'il joue vachement, tu sais, éducation non genrée et tout, je lui mets des poupées, mais aussi des voitures pour qu'il ait le choix. Mais il joue vachement aux voitures, les pompiers, les voitures, donc je suis là, ok. Mais l'autre jour, il voulait une robe de princesse. J'étais super contente de me dire, il a pas encore intégré. Oui, c'est pas pour les garçons. Filles et garçons. Hein. Et ça, je suis trop contente parce que j'ai envie de pouvoir l'encourager dans. Il vient de rentrer à l'école. Ouais, il paraît. On m'a dit ça. Parce que dès l'école maternelle, c'est mort. Le moule, il commence dès là. Ouais, parce qu'en fait, ils entendent ce que les enfants disent. Ouais. Et les parents surtout, parce que les autres gamins, ça les gênait pas de voir mon fils. C'est le regard des autres. C'est les parents, c'est quand ils ont vu que leurs parents réagissaient que les gamins se sont dit, il y a peut-être un truc qui est chelou. Différent, voilà. Il fait un truc, alors que sinon, ça les gêne pas les enfants entre eux. Pas mal de choses à déconstruire. Mais ouais, grave. Une autre question. Ouais, Maglock, vas-y. J'espère que je vais y arriver parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais j'ai été touchée quand tu as parlé du temps de travail parce qu'on parle de l'inégalité des salaires, l'inégalité de la représentativité. Et en fait, j'avais jamais vraiment tilté qu'on ne parle pas de l'inégalité face au temps de travail parce que en fait, effectivement, quand tu as une famille et que tu es créatif, tu as vraiment besoin de ce temps en fait. Et si tu l'as pas, voilà. Tu fanes quoi. Ouais, et en fait, je trouve qu'on devrait en parler plus. Et voilà, c'est juste pour rebondir là-dessus de la charge mentale qui n'est pas partagée et qui peut t'empêcher de donner finalement le max de ce que tu peux donner, juste parce que dans nos schémas, voilà, la femme fait plus que. Voilà. Enfin, c'était pas vraiment une question d'ailleurs. Non, mais c'est vrai, quand on est créatif, on a besoin de ce temps de décantation de tout ce qu'on absorbe et tout pour créer. Enfin, j'imagine, en tout cas, c'est comme ça que moi je fonctionne. Et je sais que parfois, quand il y a trop de trucs à penser pour le boulot ou pour mon fils ou quand il y a des trucs genre la rentrée à préparer ou des trucs comme ça, et ben du coup mon petit pourcentage d'énergie à dédier à la création, il devient minime. Et du coup quand on est une femme et que on n'a même pas ce petit pourcentage parce qu'il faut gérer tous les trucs qui sont pas du tout partagés, quand t'es créatif, en fait, comme tu dis, tu fanes parce que tes batteries elles se rechargent pas et après ça sort plus et c'est un cercle vicieux. Tu t'en rends même pas compte parce que t'as intégré que c'était ton job. Tu t'en rends même pas compte. Moi, quand je me suis séparée, que j'ai eu la garde partagée, j'étais là, j'ai l'impression de renaître en termes j'avais du temps. En fait, je pense que quand t'as pas de temps, t'es frustré, mais quand t'as du temps, tu peux t'épanouir, tu peux. Et je pense que voilà, pour quelqu'un, une femme normale, pardon, parce que comme si les gens créatifs étaient pas normaux, une femme qui fait n'importe quel autre métier, je pense que déjà c'est très dur. Mais je pense que pour des personnalités créatives, tout le monde ici a une personnalité créative, j'ai l'impression. C'est encore plus frustrant parce qu'on a besoin, on est des gens particulièrement curieux, qui ont besoin de voir plein de choses, d'être au contact de plein de choses, d'écrire ou de dessiner et ça, si le temps que t'as c'est peau de chagrin, effectivement, t'es frustré quoi. Yes. Une autre question? Allez, soyez pas timide là-haut. Ah. Un homme. Incroyable. Il ose approcher. Et en plus, vous avez dit que de la merde. De l'illustration jeunesse. Je ne suis pas d'accord. Déjà créatif. Bonjour. Bonjour. J'avais plusieurs réactions, plusieurs choses à dire. Déjà, je me sens, merci pour votre intervention. Alors moi, je suis père de famille, de 2 enfants. J'ai un travail, ma femme travaille. Et c'est vrai que quand t'es créatif, avoir le temps de dispo pour, ce qu'on me reproche tout le temps, c'est t'es dans ta bulle. Parce que même le temps privé, en fait, on s'arrête pas. Je pense que je suis pas le seul ici à penser comme ça. Ouais. Même en temps privé, quand ton temps est compté et c'est si précieux, finalement, tu sais pas. Enfin, c'est pas égal parce que j'ai beau l'impression d'être un homme qui contribue à la vie de la famille. Je pense que mon épouse n'a pas tout à fait le même point de vue, mais c'est pas. Enfin, je veux pas me plaindre, c'est pas le débat, mais essayer d'en savoir comment faire mieux. C'est savoir refuser de faire des choses aussi à côté.
Enfin, je sais pas, je voulais pas dire ça en plus, mais je suis pas en train de me défendre de quoi que ce soit, mais c'est vrai que trouver le temps, c'est un problème pour tout le monde. Oui. Et pour les deux dans le couple d'ailleurs. Et pour les deux dans le couple. Et souvent quand on fait quelque chose, il y a tellement de choses à faire que c'est jamais assez de toute façon. Enfin, c'est mon intuition. Mais ma question, c'était pas du tout ça. J'ai réagi à ce que vous venez de dire. Ma question, c'est ce qui m'a intéressé, c'est qu'on avait parlé du style, de l'archétype, du style féminin et style masculin, de l'homme qui a tendance à dessiner tout le temps les mêmes femmes. Ça, je trouve ça intéressant parce que j'ai grandi dans un milieu très masculin, très viril, hein, et je sais que dessiner une femme, dessiner les femmes au début, c'était difficile parce que je les connaissais pas en fait. C'était vraiment difficile et j'étais rarement content. Et puis même quand tu dessines quelqu'un pour parler d'un sujet, t'as tendance à dessiner quelqu'un qui te ressemble spontanément. Je me suis retrouvé à une situation avec un client qui me disait que mon style était trop masculin. C'était pour un client d'une marque plutôt féminine, de mode, même pas de mode, mais de cosmétiques aussi, un groupe. Et je me suis retrouvé un peu embêté parce que je dis ouais, mais j'ai pas fait exprès. Change d'artiste, ça veut dire quoi, enfin. Et c'est vrai qu'à chaque fois je m'applique. Donc finalement c'était un style où j'avais peut-être mis des textures un peu dures et ils m'ont dit en gros remplace le crayon par de l'aquarelle. Enfin c'est ça que je trouvais ça intéressant dans le style. Mais je me demandais est-ce que en tant que femme vous avez aussi eu des difficultés à dessiner des hommes ou des hommes qui se ressemblent pas? J'ai l'impression là où je te rejoins, c'est qu'effectivement on dessine toujours des personnes qui nous ressemblent. Et j'avais un client qui m'avait fait la remarque, voyage SNCF, TBW, je sais plus, et il rigolait en disant mais tous tes personnages c'est toi en fait. Et j'étais là, et toi, déjà la plupart, j'ai mis du temps à intégrer de la mixité sociale déjà parce que j'étais là, oui je suis blanche donc tout le monde est blanc. Enfin tu vois c'est un peu de truc. J'ai fait très attention dans mes derniers livres à ça. Mais effectivement je dessine des gens, ils font tous la même taille. Ils sont tous blancs et il y a des mecs et des filles et en fait du coup j'ai dû désapprendre un peu de ça aussi et les mecs je dessine toujours un peu pareil, je dessine pas des corpulences différentes ou des épaules plus larges ou et moi pour le coup on me dit que j'ai un style un peu féminin et par exemple une fois j'avais fait un truc pour Evian avec des silhouettes un peu élancées qui est pas mon style d'habitude, qui est plus un peu silhouette de mode et régulièrement il y a des clients ils me disent non mais pas ton style habituel mais ce que t'as fait pour Evian genre tu sais les trucs un peu mais qui n'est pas mon style en fait, qui de base tu vois moi c'est le dessin d'humour, c'est pas le dessin stylisé mais les gens aiment bien ça et ils viennent chercher une femme pour faire des silhouettes un peu élancées un peu ouais. Après je pense qu'il y a aussi je pense que les hommes, naturellement, surtout quand ils ont commencé à dessiner tôt à l'adolescence et tout, ils ont tendance à dessiner des femmes très sexualisées, alors que peut-être l'inverse, nous, quand on va dessiner des hommes, on va peut-être s'attacher à des détails ou des choses comme ça, mais on va peut-être pas tout de suite dessiner des gars super stokos, avec, je sais pas, un jean moulant, un gros paquet, j'en sais rien, tu vois. Comme les mecs, c'est tout de suite les gros seins, le ventre plat et tout. Et donc voilà, je pense que le réflexe sera peut-être pas le même. Après, dans la bande dessinée, j'ai fait attention aussi à la mixité, la diversité et tout ça. Mais par exemple, c'est vrai qu'on s'habitue à dessiner des gens qui nous ressemblent. Et les planches où j'ai dû dessiner l'assistante maternelle de mon fils, qui est noire, grosse et avec des cheveux afro, avec une coiffure très spécifique en plus que j'adorais, donc je l'ai redessinée. En fait, j'ai mis vachement plus de temps à la dessiner. Parce que justement, c'est pas des corps que j'ai l'habitude moi-même de dessiner en fait. Comme je me dessine toujours comme je suis. Donc en fait, il y a même des trucs genre vu que c'est rose aussi, comment tu fais pour faire une teinte particulière? Enfin tu vois. Alors, du coup, comme j'étais traumatisée par la planète sauvage quand j'étais petite, ils ont la peau bleue. Comme de toute façon j'ai du rose, du bleu et du jaune, donc j'ai pas mis de couleur jaune parce que là ça fait vraiment raciste. Donc les personnes asiatiques dans ma BD sont roses, mais effectivement après j'ai varié les teintes de bleu pour la peau. D'accord. Donc il y a plein de personnages qui ont la peau bleu foncé, bleu clair. C'est drôle cette histoire de apprendre à mettre de la diversité volontairement. Et j'imagine que par exemple pour une agence comme la tienne, les illustratrices sont déjà de base sensibilisées. Si on vient chercher une illustratrice chez toi, le client aura tout de suite de la diversité, des femmes, une inclusivité. Oui. Après, il y a pas mal d'univers que je représente qui ont une facilité incroyable, évidemment, à représenter des corps féminins. Bien sûr. Donc c'est vrai que la plupart du temps, ça tourne autour de ça, mais elle représente pas mal de diversité, de mixité, mais on sent qu'on est dans une agence d'illustratrices où
on sent que l'illustratrice était beaucoup plus à l'aise dans une représentation de corps féminin. Bon, après, oui, comme tu disais, on dessine mieux ce qu'on connaît, quoi. Et elles ont du mal à dessiner des mecs, du coup? Ça dépend des profils artistiques. Ouais, bien sûr, certaines sont beaucoup plus à l'aise. Ouais. Mais en tout cas, c'est sûr que voilà, de base, tes artistes sont déjà sensibilisés. Une autre question? Moi, j'avais une question pour toi, Anaïs. Quels sont les types de clients qui font appel à ton agence? Est-ce que toi, non, si, vous voulez comme ça? Ok, voilà. Quels sont en fait ces types de clients? Est-ce que tu as un alignement par rapport au choix en fait de tes clients? Voilà, c'est. Alors nous, quand on a lancé l'agence, on a eu énormément de commandes en presse et édition justement. Donc on a eu des projets assez similaires, enfin toujours dans le même domaine. Et là, avec certaines années d'expertise, on a des clients type des grands groupes, des agences de communication qui viennent pour des clients qui n'ont rien à voir avec le milieu féminin et qui donnent la parole aux illustratrices. Mais ça commence à se varier, les supports varient aussi. Après, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est avoir une sélection de 10 illustratrices qui ont des supports totalement variés. Je pense notamment à Claire Pourvaux qui a travaillé pour la marque Guinness cette année, qui a fait des fresques magnifiques. Une marque de bonhomme. Exactement. C'est quoi la marque? J'ai pas entendu. Guinness. Ah ouais. Super stylé. Ah ouais. Oui, très masculin dans l'idée, genre. Voilà. Ouais, irlandais. Totalement. Et du coup, le but, c'est de moi participer au démarchage pour leur permettre d'avoir accès à d'autres projets que ceux qu'on pourrait imaginer pour une illustratrice. Avis. Top. Une dernière question peut-être? It's now or never. C'est pas une question, c'est une réflexion. J'aime bien l'idée de désapprendre. Et je pense que nous, les femmes, on doit aussi nous-mêmes désapprendre ce rôle qu'on a. Et par exemple, sur la charge mentale, j'ai l'impression que, par exemple, moi-même, je m'en donne, je me fais comme une héroïne de tout gérer. Et du coup, peut-être que moi-même, il faudrait que je redescende un peu et que je dise, j'ai pas moi à tout gérer, même si mon mari, il a bien compris, il me fait des compliments tout le temps, il me dit, tu gères trop bien. Ouais, mais bon. Tu gères tout, tu gères bien, waouh, tout est... Mais en fait, du coup, il a compris. Mais ouais. Mais en fait, finalement, non, ça va pas. Aide-moi à vider le putain de la vaisselle, arrête de me dire, ouais, non, mais c'est ça. Ouais. Il y a un moment où c'est, ouais. Et du coup, c'est vrai que vos deux expériences font un peu rêver quand vous dites, non, mais pas... Elle va rentrer chez elle, pas rêver, non, mais j'avoue... C'est fini. Non, mais le coup de une semaine pour moi, sur 2, c'est vrai que, franchement, bon, après, Ça, j'avoue, j'ai pas la solution. Quelle est la solution, du coup, quand tu restes en couple, quand t'es amoureux, quand t'as envie de rester ensemble? Voilà, j'ai envie de rester en couple, je suis amoureuse, mais je pense qu'il faut qu'on lâche et qu'on accepte que les mecs ne fassent pas comme on fait. Et que eux, ils prennent leur part aussi. C'est-à-dire que... et s'ils se plantent, le lave-vaisselle et qu'ils le mettent pas au bon endroit, s'ils oublient un rendez-vous de médecin, et quand ils habillent les enfants, ils habillent pas comme j'aurais habillé, et je pense qu'il faut aussi accepter cette différence et pas forcément tout. Et Titu Lecoq, elle a écrit un livre génial qui s'appelle Délivrer, le combat féministe commence devant le panier de linge sale. Et je me souviens que je l'avais croisé quand j'étais encore pardon, je termine. Et je l'avais croisé sur un étalage quand j'étais encore en couple et je me suis dit ne le lis pas parce que tu vas le larguer. Et la première chose que j'ai fait quand on s'est séparés, c'est l'acheter. Et d'ailleurs on le lisait ensemble alors qu'on était déjà séparés. Je lui lisais des passages et il me disait non mais c'est sûr, bon bref. Et elle a fait un exercice assez intéressant parce qu'elle est encore en couple et elle a 2 enfants, enfin en tout cas que je sache qu'elle est encore en couple. Et elle disait que un jour elle a testé le truc elle lui a dit ok, son fils, elle l'appelait Cacahuète ou je sais plus comment elle l'appelle dans son livre, il a un rendez-vous pour ses oreilles la semaine prochaine. Ouais, ok, non mais tu l'as noté, hein? Ouais, j'ai noté. Et en fait, elle a dit c'est horrible, mais je suis allée au bout de mon truc. Et en fait, il a oublié le rendez-vous et son fils a eu, je sais plus si c'était les oreilles qui saignent, mais un truc super grave quoi. Et du coup, il s'en est voulu à mort. Mais elle aussi, parce qu'elle était là, elle a juste voulu prouver un truc à son mec, mais au final, son fils, il était là genre tu vois, agoniser et tout. Mais t'es là, non mais on en arrive à un stade où à quoi il faut en arriver pour que le message passe. Et en fait, moi pour ma part, je sais que mon ex a pris comme le tien, conscience de tout ça. Et c'est pour ça qu'en gros, mon livre, c'est un peu le rendez-vous en compte avant que ça se termine, parce qu'en fait, on a une belle histoire, c'est cool, mais genre, aidez-nous, quoi. Ouais. Moi, j'avais fait pareil avec le sac à langer, parce que j'en avais marre de toujours anticiper le sac à langer qui est tout dedans, le biberon d'eau, les couches et tout. Et une fois, il était parti au parc et exprès, j'avais rien dit.
Et en fait, il est parti au parc avec le truc où il y avait pas les couches dedans et pas ce qu'il fallait dedans. C'est bien fait avoir. J'étais là, bon ça va, ils vont pas trop loin, c'est pas grave s'il y a un pot de cacao qui pendant 2 heures, bref. Mais juste pour le principe, je me suis dit bon, cette fois je le laisse gérer, effectivement. Et il verra. Tu l'as laissé dans Mais sa après, merde. faut aussi désapprendre que de toute façon, en fait, il y a les injonctions féminines aussi où il faut que on soit bien sapé, qu'on soit épilé, que notre appart soit hyper propre, qu'on soit bonne au travail, qu'on soit hyper sexy, machin. Enfin, il y a 35 000 injonctions. Et franchement, moi, mon appart, quand je suis à fond dans un projet, et ben même si mon fils est là, même si une semaine sur 2, c'est le gros boxon, bah parfois même quand il est là, l'appart il est dégueulasse et je peux pas tout gérer, j'ai du linge en retard et j'en sais rien. Mais parce que faut quand même équilibrer les choses et de toute façon, il y a aucun des trucs qui pourrait être coché à 100% et parfait à 100%. Donc, faut équilibrer selon les semaines et l'énergie qu'on a et les urgences. Et de toute façon, il y a rien qui sera parfait parce que même les meufs chez qui c'est parfait sur Instagram, ça se trouve elles parlent même plus à leur gars et leur gamin les déteste ou j'en sais rien, tu vois. Faut surtout pas se fier à Il y ça. a la vie rêvée et ce qu'on imagine et il y a la vraie vie et on peut pas tout faire quoi. C'est humainement, c'est impossible. Mais surtout, ça se travaille à 2. Et c'est ça qu'on a tendance à oublier. C'est qu'en fait, nous, on surinvestit et eux, ils sous-investissent. Un peu, si je caricature. Et en fait, t'es là, on travaille tous et toutes aujourd'hui. On fait un enfant à 2. À quel moment on se retrouve à avoir notre travail, notre énergie, notre bien-être qui en pâtit pendant que eux peuvent thrive, je sais pas c'est quoi en français, thrive, s'épanouir, mais aussi s'envoler, ou je sais pas comment on dit, prendre leur essor. Oui, non, je sais pas comment dire en français non plus. Prendre leur essor. Ouais. C'est pas normal. Et en fait, effectivement, ça rejoint ce que tu disais. Je pense que le jour où ça va prendre du temps, mais où ça c'est acquis, les femmes et les hommes, ils auront peut-être moins de temps pour eux, mais voilà. Et les femmes pourront gagner plus d'argent. Justement, dans mon livre, je dis qu'il y a des études qui prouvent que s'il y avait une vraie parité entre les hommes et les femmes, l'économie, je sais plus, c'est des trilliards, ça se des développerait à trilliards fond, d'euros. Enfin, l'économie serait boostée de ouf. Mais j'avais vu une petite BD Instagram, alors je saurais plus le compte, faudrait que je retrouve, qui disait qu'il y avait aussi des hommes qui surjouaient un peu leur côté je suis nul pour faire ci, je suis nul pour faire ça parce que ils font 3-4 fois mal et comme ça après stratégie d'évitement, j'en parle dans mon bouquin. Et ça se fait beaucoup parce que c'est plus facile pour eux. Et je me souviens quand j'ai commencé à bosser en agence, j'étais super jeune et il y a un gars qui était dans l'agence qui était décès et le mec il disait fièrement devant tout le monde que le soir il restait un peu à glander à l'agence parce que comme ça quand il rentrait, les gosses étaient baignés et prêts à coucher. Et qui voilà. Et même quand il avait pas de taf, il restait à l'agence sur internet et tout parce que comme ça c'est sa meuf qui gérait quoi. Moi je voyais et je venais de commencer à bosser, j'étais là mais c'est qui ce gros con quoi. Ils ont aucune gêne. J'avais partagé un bureau avec des potes super cool, graphiste DA, monteur vidéo et tout, on s'entendait super bien, mais je le voyais, je citerai pas son nom et il était là, il traînait avec un air fatigué, il appelait sa meuf genre "Ouais, là je suis en charrette et tout" et je les voyais fumer des pétards avec son pote toute la journée, traîner, manger des chips, bosser sur leur truc. "Ouais, je suis encore en charrette ce soir et tout." J'étais là "Non, les mecs, vous êtes sérieux quoi." Et je les voyais quoi. Et je dis pas que tout le monde fait ça, mais je dis que en fait tu vois quand même, était là "Ah ouais, ouais." Oui, tous les mecs ne font pas ça, mais en fait, il y a un certain confort qu'ils ont qui effectivement sera difficile parce que autant nous on aimerait retrouver du temps, mais eux ils vont pas aimer en perdre forcément. Donc à un moment, si ça se rééquilibre, ils auront une vie moins confortable qu'ils ont actuellement. C'est ça le truc, c'est que si un jour il y a une séparation, dans tous les cas ils vont devoir la prendre. Donc en fait il vaut mieux être dans une relation épanouie et agréable pour tout le monde et que ça se passe bien que d'en arriver là en fait, globalement. Après, peut-être qu'ils peuvent se retrouver une meuf qui vont reprendre. Ah, ça c'est le schéma classique, ça aussi. Ménager et tout. Bon, bref, une autre histoire. C'est le mot de la fin. Ouais. Bah écoute, c'est le mot de la fin, c'est tout. Allez. Bah merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci Jérémy. Merci à tout le monde. C'était ma discussion avec Tiffany Cooper, Aurélie Kropp et Anaïs Lavoine, enregistrée en public à la galerie Art Factory à Paris. Merci à vous trois pour votre participation, c'était top. Merci également à Laurent Zorzin pour l'accueil à la galerie. Merci au public présent ce jour-là. Big up au Patate Club qui est venu en force. Et puis merci à Mehdi Vernizio pour le montage vidéo du podcast et à Julien Hay pour les photos. Vous retrouverez tous ces bonus dans les liens de cet épisode ou en me suivant sur les réseaux sociaux. Quand on passe un bon moment, autant en avoir des souvenirs, non? Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le dire à mes 3 invités en les suivant sur les réseaux sociaux, en leur faisant un petit message, et puis n'hésitez pas non plus à visiter la galerie Art Factory à Paris. Pour sûr, vous allez vous en mettre plein les yeux. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de venir à cet événement, gardez les yeux ouverts. Quelque chose me dit que les enregistrements en live, il y en aura d'autres. Suspense, suspense. Et maintenant, il est temps d'écouter le témoignage d'Aurélie Kropp. Oui, Aurélie que vous avez déjà entendu dans cet épisode.
paraîtrait-il qu'elle aimerait vous dire 2 mots au sujet du Patate Club. Hello, je suis Aurélie, Palette Delicate sur Instagram. Je fais du graphisme, de la BD et de l'illustration et je fais partie du Patate Club, c'est le petit nom du Patreon Sens Créatif. Je soutiens financièrement Jérémy avec Patreon parce que j'adore ce podcast, que j'ai envie qu'il puisse interviewer encore beaucoup de créateurs. Et le Patate Club, c'est une super communauté d'échange d'infos et d'entraide entre créatifs, hyper bienveillants et bourrés de gens talentueux. Ça booste dans les moments de doute. On se retrouve tous pour des expos ou juste pour geeker tous ensemble sur le dessin devant un verre. Les participations débutent à 2 € par épisode, ça vous donne accès à la partie la plus vivante et cool du forum Discord, sans oublier le tout nouveau podcast Patate Club, un podcast bimensuel exclusif pour les Patreons, enregistré en duo avec Laurent Bazar, avec chaque fois le débrief du dernier épisode de Sens Créatif et des sujets abordés sur le Discord par la communauté. Si tu veux sortir de ta grotte et papoter avec plein de gens sympas, rendez-vous sur patreon.com/senscreatifpodcast et pour rejoindre le Patate Club ou le Discord, les liens sont dans les notes de cet épisode. Rejoignez-nous, c'est très très cool. Je profite aussi de l'occasion pour vous inviter à écouter l'épisode 69 du podcast Young, Wild and Freelance. Mon ami Thomas Burbridge m'y a invité et l'épisode vient tout juste de sortir. Si vous écoutez beaucoup de podcasts et que les sujets autour du freelancing et de la créativité vous intéressent, si vous ne connaissez pas déjà ce podcast, je suis sûr qu'il vous plaira. Ensemble, on a discuté de plein de choses, ça part un peu dans tous les sens en mode cosmique, mais que voulez-vous, c'est tout moi ça. On a notamment discuté de ma compréhension de ce qu'est être créatif, de l'ego, de ce qui nous donne la vie, de l'importance de suivre son fil d'Ariane, du fait de se réapproprier son libre arbitre, de la recherche de la justesse ou encore de l'importance d'identifier ses peurs pour avancer. Bref, pour ceux qui me connaissent, c'est du classique Jeremy. Au cas où ça vous intéresse, je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. Bon, allez, il est temps de vous quitter, mais avant de vous dire au revoir, j'aimerais vous demander un petit coup de main. Je trouve que cet épisode est particulièrement cool et le sujet est important. Alors si vous avez été touché, faites-moi plaisir et partagez-le à vos amis, à votre mamie ou à votre tonton sexiste. Sérieusement, partagez-le. Bouche à oreille, réseaux sociaux, autour de la machine à café, qu'importe. Je crois profondément en ce podcast et je trouve que cet épisode reflète vraiment là où j'ai envie de me diriger. Alors pour continuer à avancer, j'ai besoin de vous pour en parler autour de vous. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire ainsi que plein d'étoiles sur Apple Podcasts, ça m'aide à faire monter Sens Créatif dans les charts. Pour ne plus jamais louper un épisode, pensez également à vous abonner sur vos applications de podcast, à me suivre sur les réseaux sociaux ou à rejoindre ma newsletter. Vous trouverez toutes les infos ainsi que les notes de chaque épisode sur senscreatif.fr. Autre chose, si vous avez un invité, qu'il soit connu ou une personne de votre entourage et que vous aimeriez l'avoir passé à mon micro, n'hésitez pas à me le suggérer dans le channel consacré à ce sujet sur le Discord de Sens Créatif. Je vous remets le lien dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Allez jeter un œil sur ses réseaux sociaux @AdrienGuy_musique ou écouter ses morceaux sur sa page SoundCloud. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, stay creative. Ciao, ciao. Je pense que je les aurais apporté en même temps que toi. Tu l'as bien vendu en tout cas en disant que tu libérais la parole et que tu disais tout ce qu'on ne disait pas. Du coup, je me demande si c'est des choses que je ne sais pas. Ah bah ouais, dans mon livre, moi, je préfère que je pète pendant le coup. Avec mon mec, on se tape un